Moteur! Allons-y! Moteur! Oh putain, moteur! Bienvenue chers auditeurs sur Radio Lorraine Enragée, votre web radio préférée. François-Xavier Consoli au micro. Je suis en compagnie aujourd'hui de notre monsieur cinéma, Louis Egoïme Delarge. Salut Louis. Salut FX, docteur en cinéma. Docteur en cinéma carrément, n'ayons pas peur des mots. Et pour cette première de Moteur, nous avons décidé d'appeler cette émission Moteur sous l'égide, vous l'avez peut-être reconnu, de feu Jean-Pierre Mocky. Eh ben, nous allons parler ciné. Il était temps. Et pour cette première, nous avons décidé d'être à la fois très méchant et en même temps très sympa. Tu veux dire qu'on est venu pour sanctionner, mais qu'on est aussi venu pour honorer ? Exactement, voilà. On a ce côté double face qui nous permet de revenir à la fois sur le bon du cinéma durant l'époque 2010-2020, grosso modo. La décennie passée. La décennie passée, et le bon, mais surtout le mauvais, parce qu'il y a des éternels pessimistes, dont je suis, qui en général trouvent que notre époque est bien plus immonde qu'elle n'est intéressante. Alors, Louis, c'est toi qui va mener le bal. Tu es notre docteur en cinéma, donc vas-y, je te laisse aller. Alors effectivement, l'époque est bien plus horrible qu'intéressante, mais justement, c'est peut-être le cinéma qui aujourd'hui la rattrape, là où par le passé ça pouvait être la musique, la littérature et par moments aussi la sculpture, la peinture, l'architecture. Peut-être que tout ça étant devenu impossible aujourd'hui, c'est le cinéma qui rattrape un peu l'époque. Alors oui, du coup, on peut peut-être commencer par les flops, et notamment les flops de cette année 2019, comme ça. Ouais. Tous des nuls! Allez, casse-toi! Tous des nuls! Commençons par écrémons le négatif et puis il restera Et on a le eu, positif. De toute façon, la recherche artistique et la recherche de la beauté aujourd'hui, c'est un travail d'orpailleur. C'est-à-dire qu'il faut brasser énormément de boue dans son tamis, et de temps en temps, il y a une petite pépite qui sort, mais c'est vraiment... faut mettre les mains dans la merde, comme dirait l'ami Tony Montana. On a beau avoir des mains faites pour l'or, elles sont dans la merde. Donc oui, je pense que un des plus gros flops, et là c'est quasiment communément admis de ces 10 dernières années, c'est sans doute la nouvelle trilogie Star Wars. Ouais. Qui a été récupéré par Disney, les droits ont été récupérés par Disney, ils se sont allègrement torchés avec le traitement que leur avait proposé George Lucas. Quelle horreur. Après avoir visionné plusieurs Star Wars, c'était le dernier, le premier, c'était en 2016 je crois. Il me semble, ouais. 2016, après, je sais plus, 2016, 2018, et puis je sais plus exactement les dates de sortie. Oui, c'est à peu près un tous les 2 ans. Donc, c'était 2015, je crois, le premier. 2015 ça devait être 2015, 2017, 2019. Ouais, ça doit être ça. Et entre-temps, il y a eu Solo et le reste. Comment des gars qui ont pourtant des moyens hallucinants, qui ont des possibilités, que ce soit au terme d'acteurs, en termes de mise en scène, en termes d'effets spéciaux, etc. Hitchcock le disait bien, il y a il faut juste 3 éléments pour faire un bon film, c'est un scénario et un scénario. Et en fait, il n'y en a pas. Je pense que à mon avis, le principal problème de cette trilogie, c'était, ça a bien été résumé par Léon Bloy, paradoxalement, qui disait dans son journal Le Pal, je pense que c'est une prostitution que de ménager le public. Et je pense que c'est le principal problème en fait de cette nouvelle trilogie Star Wars, c'est-à-dire qu'ils ont fait un premier épisode qui a voulu faire du fan service en donnant en gros aux fans ce qu'ils attendent, une sorte de remake comme ça du tout premier, du 4. Et puis finalement ça a marché dans une certaine mesure, mais il y a eu quand même beaucoup de critiques. Et quand ils ont fait le deuxième de cette nouvelle trilogie, donc le 8 si je ne m'abuse, ils se sont dit on va encore suivre les fans déçus du premier, on va leur dire ah non mais vous inquiétez pas, en fait on avait compris que ce qu'on avait fait c'était de la merde et on avait bien prévu de prendre tout ça à contre-pied dans la suite. Et ça a encore pas marché.
Et du coup, dans le troisième, ils se sont retrouvés un peu cons parce que dans le premier, ils avaient donné au public ce qu'ils voulaient. Dans le deuxième, ils avaient pris ça à contre-pied et ils avaient plus rien à faire en fait, le troisième. Donc le troisième ne ressemble à rien. C'est vraiment un gloubi-boulga sans âme, fade, avec de l'action qui va à 1000 à l'heure mais qui ne veut rien dire. Il y a un côté épileptique aberrant dans ce film. Comme tu l'as dit, vis-à-vis des fanservice, enfin du fanservice, on a eu droit, les gens de la génération des années 80 ont eu leur trilogie, ceux des années 90, en l'occurrence nous, on a eu la nôtre. Bien sûr. Chacun doit avoir sa petite trilogie, quoi. Et à mon avis, il est là le problème, c'est que... Et puis quel intérêt ? Surtout, je pense qu'ils ont oublié aussi que la mythologie Star Wars au départ était censée créer des héros pour les gens qui appartenaient à la génération qui seraient touchés par ça. C'est-à-dire que la première, on a eu Luke Skywalker. La deuxième, c'était un anti-héros, mais c'était quand même quelqu'un qui était travaillé, qui avait une espèce de lutte interne, qui voulait aller vers le bien et qui se retrouvait enfermé dans le mal. Et finalement, cette nouvelle trilogie, en fait, veut faire table rase des héros, puisque c'est la nouvelle doxa, hein, il faut combattre le patriarcat. Donc ils nous mettent des personnages qui sont des stéréotypes qui n'ont pas de profondeur, en fait, qui sont plats. On a le noir, la femme, et puis finalement, le blanc c'est un méchant. Et alors c'est un méchant qui est dans une situation qui est totalement aberrante, parce que dans la trilogie précédente, c'est quelqu'un qui était animé de mal, mais qui essaie de combattre le mal en lui pour aller vers le bien. Et là c'est le contraire en fait. C'est un personnage qui, au moins dans les 2 premiers épisodes, veut être un méchant et dit « Ah non, c'est pas bien parce que je suis animé de bien, mais il faut que je rejette le bien. » Personne fait ça. Non. Donc c'était déjà un personnage aberrant en soi, et paradoxalement c'est le plus intéressant, donc c'est pour dire le niveau où sont les autres. Et surtout ils se sont totalement plantés sur le personnage à faire mourir. Parce qu'ils font mourir Harrison Ford dans le mourir premier. Han Solo justement, c'est... Ils veulent faire du fanservice d'un côté et en même temps ils déçoivent. Luke dans le deuxième, parce qu'il faut se débarrasser des hommes en premier évidemment. Mais au final, c'est l'actrice qui joue Leia qui est morte, donc il se retrouve dans le dernier un peu con, en mode c'est la dernière du trio originel qu'on a gardé, et c'est la seule qu'on peut plus utiliser parce qu'elle est plus en vie, quoi. Bon, on est loin d'être les seuls à avoir évoqué ça, mais c'est clair que la doxa hollywoodienne vis-à-vis des minorités raciso, LGBT, je sais pas quoi, alors là on a droit à tout. Ça m'a même fait penser à un truc sur Twitter d'une nana qui était sur ces questions là, de genre et compagnie, et qui en sortant de la salle prend une petite vidéo et donc nous fait une critique ciné en nous expliquant que bah ouais, c'est super bien parce que il y a un noir, il y a une lesbienne, il y a un machin. En fait, il y a de tout. Ouais, c'est bien. Donc il y a de tout, mais il n'y a pas de cinéma. C'est ça. Il y a de tout, il n'y a pas de cinéma. Et tu sais que pour le dernier, parce que bon, les personnages sont des archétypes, mais rentrons 2 minutes dans le détail de ces stéréotypes, pardon. Rentrons 2 minutes dans le détail quand même. Il y a donc Finn qui est le noir de cette nouvelle trilogie, et Poe qui est le pilote, Poe Dameron qui est le pilote expert en pilotage. Et en fait, il y a une espèce d'amitié un petit peu tendancieuse qui avait commencé à naître entre les deux, et beaucoup de fans, les quelques fans SJW de cette trilogie-là, espéraient qu'ils finissent ensemble. Sachant que le Finn, donc le noir, ils l'ont fait partir dans tous les sens, quoi. C'est-à-dire que dans le premier épisode, on comprend qu'il est plus ou moins amoureux de Rey et la fille. Puis dans le deuxième épisode, il y a une espèce d'histoire qui commence à naître avec Rose, qui est l'asiatique enrobée. Oui. Et du coup, dans le troisième, les gens qui aiment cette trilogie-là ont été déçus qu'ils finissent pas avec Poe, quoi. Alors que, en plus, ils te font un espèce de truc où dans le dernier plan, en fond, tu vois un baiser lesbien, histoire de dire ouais, les LGBT, on vous oublie pas. Et ben non. C'était encore pas suffisant, c'est-à-dire que la communauté LGBT a gueulé parce qu'il n'y avait pas assez de personnages homo dans Star Wars, alors qu'on est quand même dans un monde qui est censé se passer dans une galaxie très très lointaine avec des races extraterrestres, quoi. Je veux dire, est-ce que dans un monde avec des races extraterrestres où il y a Jar Jar Binks et compagnie, l'espèce de grosse limace là, comment c'était de la première trilogie? Oui, Jabba the Hutt. Quand t'as Jar Jar Binks et Jabba the Hutt, est-ce que la question principale à se poser c'est de savoir sur quelle planète tu vas organiser ta Gay Pride? Mais bon, puis en plus il aurait dû se réjouir, depuis toujours il y a quand même l'un des personnages les plus importants, c'est un petit truc vert, quoi. Mais bien sûr. Donc bon,
Mais effectivement, comme on l'a dit, il y a du communautarisme, mais il n'y a pas de cinéma. Exactement. Puis de toute façon, tant qu'il n'y aura pas de drapeau LGBT sur le Faucon Millenium, ça ne sera pas suffisant. Ah oui. Voilà, c'est tout. Mais le problème de l'art, de manière générale, de toute façon, c'est que quand il devient militant, ça donne jamais de bonnes œuvres, ça donne jamais des œuvres intéressantes. On l'avait un peu évoqué lors du dernier chemin de combat avec les camarades qui étaient avec nous. Mhm. Et effectivement, tout le monde n'est pas Eisenstein, quoi. Eisenstein fait du travail fait du cinéma militant, oui, on peut le dire, mais bon, il a du talent. Et dépassons un peu. Alors du coup, on peut ouais, peut-être faire un lien, une transition avec la suite du flop, qui là pour le coup va peut-être commencer à moins plaire. C'est que si aujourd'hui tout le monde se prend pour Eisenstein alors qu'il n'est pas Eisenstein, peut-être que c'est quelque chose qui a été initié par un réalisateur qui s'appelle Tarantino. Ah, le fameux. Et qui est un type qui a une connaissance, certes, biblique du cinéma, encyclopédique. C'est un type qui a vu énormément de films, et là, pour le coup, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est sa grande culture cinématographique. Mais qui, par contre, à un moment donné, s'est dit, vu que j'ai cette culture-là, ça suffit pour faire de moi un grand réalisateur. Alors que c'était peut-être pas le cas. C'est-à-dire que la reproduction, la copie... Il y a un côté Warhol d'ailleurs chez Tarantino, de faire des sérigraphies de choses qui ont existé avant et de dire finalement l'œuvre d'art c'est ça. Et peut-être que c'est pas suffisant et peut-être que plus ça va dans sa carrière et plus ça se voit en fait. Et notamment dans cette dernière décennie, c'est-à-dire que les films qu'il a fait à partir de 2010 ne sont plus que, enfin je sais pas ce que t'en as pensé, mais ne sont plus que du western. Et une espèce comme ça de répétition toujours du même film, de type on a l'impression qu'il arrive un peu à bout de souffle, comme dirait Godard, son réalisateur préféré, mais l'inverse n'est pas vrai par contre. Il y a un petit passage de Godard sur Tarantino, une petite interview de Godard sur Tarantino à Cannes qui est extraordinaire. Homme qui sera présent cette semaine à Cannes, dont je voulais vous parler, qui s'appelle Quentin Tarantino, qui vous adore, qui revendique votre influence, qui a baptisé sa société Bande à part. Oui, il n'a rien payé, oui. En référence à l'un de vos films. Non. Il vous intéresse, Tarantino ? Non, absolument. C'est comme on disait au XVIIIe siècle, un faquin. Un faquin. Un faquin, oui. Un pauvre garçon. Mais tant mieux s'il est heureux. Ça, alors, j'ai plus de... Autrefois, c'est le genre de gens qu'on détestait ou tout ça, mais plus maintenant. On laisse aller. Je trouve cette répartie absolument incroyable. Vraiment le cynique absolu, quoi. Mais il a raison, finalement, c'est bien ça. Et il a raison. C'est-à-dire que le cinéphile ne suffit pas à avoir du talent. Bien sûr. Et surtout, on peut pas pomper tout à droite à gauche et sans ne jamais verser de droit d'auteur, quoi, en gros. C'est-à-dire que finalement il y a une espèce de pillage de la propriété intellectuelle d'autrui chez Tarantino qui est pénible en fait. Et là justement moi je trouve que l'escroquerie ne s'est jamais plus vue que dans son dernier film. Je crois que tu me disais que tu l'avais revu d'ailleurs hier, c'est ça ? Once Upon a Time in Once Hollywood. Upon a Time in Hollywood. Alors, on va pas se le cacher, si on aime un peu le ciné, bon, ce qui est notre cas, et ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, peut-être que vous nous le direz dans les commentaires, chers auditeurs, peut-être que nous n'avons pas Mais dites-le dans les commentaires, de talent et que précisément, encore des gars qui s'amusent à cracher simplement parce qu'ils ne peuvent pas faire de cinéma. Oui, peut-être. Enfin, alors dites-le nous dans les commentaires, mais à la fin de l'émission. À la fin de l'émission. Attendez d'avoir tout entendu, je pense que c'est mieux. Voilà. Ce qui est intéressant avec Tarantino, n'importe qui a vu les premiers Tarantino, évidemment, on ne peut que bien aimer, c'est sympa. Pulp Fiction, c'est sympa. Reservoir Dogs, évidemment, c'est sympa, etc. Même si c'est déjà très très pastiché, c'est déjà des pastiches de cinéma. C'est ça, mais c'est bien mené, c'est maîtrisé, et c'est rythmé, les personnages sont intéressants, c'est un film intéressant. Mais on a déjà, le verre est dans le fruit, il y a pareil une vidéo qui avait été faite il y a des années, peut-être 1 an ou 2 après la sortie donc, de Reservoir Dogs, où un gars reprend le schéma narratif, il reprend carrément un film hongkongais,
dont j'ai oublié le titre, et il le transpose sur Reservoir Dogs, et on se rend compte qu'en fait le film est identique. Donc simplement, Tarantino a pris le parti de filmer d'une autre façon, pas filmer un tel braquage, alors que dans le film hongkongais on le voit, etc. Machin. Là où il est c'est bon, déjà là, mais là où bon. il est bon aussi, c'est quand même d'avoir réussi à remettre sur le devant de la scène des acteurs qui étaient un petit peu has-been, quoi. C'est vrai que pour le coup, il a remis en avant des gens comme Travolta et tout. Bon, là-dessus, Kurt Russell, qui est super dans Boulevard de la Mort. Mais moi je sauve Tarantino pas tout Tarantino, mais une partie de l'œuvre jusqu'à Boulevard de la Mort. Tu vois, je peux, j'aime beaucoup Pulp Fiction, je peux apprécier les Kill Bill, à la limite Kill Bill c'est sympa, peut-être d'ailleurs parce qu'ils sont sortis quand j'étais adolescent, donc ça a sans doute dû jouer sur ma vision de la chose, mais bon, pourquoi pas, ça se regarde. Et Boulevard de la Mort, à la limite, je trouve ça un peu intelligent, je trouve que ça prend un peu le contre-pied c'est le cas de le dire avec Tarantino, les pieds, mais le contre-pied de ce qu'il avait fait jusqu'à présent, tout en restant un peu dans la même ligne, pour moi, ça part en cacahuète à partir de Inglourious Basterds. Alors pourquoi ? À partir du moment où le type se dit « je suis tellement un génie que je peux réinventer l'histoire ». Et en fait, réinventer l'histoire, si c'est pour déconner, pourquoi pas, mais lui, j'ai l'impression qu'il se prend presque au sérieux, en fait, quand il le fait. Et de plus en plus. Parce qu'à la limite, dans Inglourious Basterds, il y avait encore un petit peu ce côté... on s'en fout, on tue Hitler, mais on voit bien que c'est du grand spectacle et qu'il y a un côté grand guignol, quoi. Alors que dans Once Upon a Time in Hollywood, il y a vraiment ce côté presque adolescent capricieux, en fait. Bah non, en fait, je voulais pas que Sharon Tate elle meure, donc je vais faire un film où elle meurt pas, voilà. Désolé pour ceux qui n'ont pas vu les films. Oui, là, on a largement on est dans le flop, on spoil allègrement. De toute façon, c'est de la merde, donc n'allez pas les voir si vous les avez pas vus. Parce que après avoir vu ce film, j'ai retrouvé le petit truc d'Inglourious Basterds, le petit switch à la fin. On est tenu en haleine et puis ah non, en fait, moi je me permets de réinventer la réalité. Et puis il était une fois à Hollywood. Donc voilà, je vous raconte un conte, quoi. Et en plus se place dans les bottes de Sergio Leone. Oui, bien sûr. Il était une fois dans l'Ouest, il était une fois la Révolution, etc. Ah oui, mais non, t'es pas Sergio Leone, et c'est pas parce que t'as réussi à te payer Ennio Morricone que tu deviens Sergio Leone. Ça suffit pas. Ce que j'ai apprécié dans le film, mais c'est parce que c'est propre à tous les neuneux un peu fans de cinéma dont nous sommes, c'est que c'est une fois de plus, Tarantino est un amoureux du cinéma, il le montre, il est un amoureux de cette époque aussi. Et alors, vous avez Steve McQueen, Bruce Lee, etc. qui sont. Il y a un côté très onaniste dans ce film, quand même. C'est ça. On sent que. Bon. Et c'est une déclaration d'amour Hollywood, c'est beau, mais le problème, là je reviendrai peut-être à un petit côté plus. On va dire plus politique, mais je mets des guillemets. C'est que aujourd'hui on aura toujours droit à du Once Upon a Time in Hollywood, mais on n'aura jamais du Hollywood. C'est-à-dire qu'il faut toujours passer par ou du Once Upon a Time. Voilà, c'est. Non, puis il y a aussi le côté on est gavé par la culture américaine en permanence. Pourquoi il y aurait pas il était une fois la Gaumont? Ciao una volta la Cinecittà. C'est dommage, c'est. Alors il y a un petit peu, ça va. Je vends déjà, je tease, tu vois. Même les mots sont américains. Ouais, forcément. Je tease déjà un peu la suite et dans les films que je vais présenter, parce que là on s'attarde un peu sur le flop, mais il va y avoir aussi du top. Il y a un peu ça. Il y a des réalisateurs, parce qu'il y a eu des réalisateurs français qui, cette décennie-là, ont rendu hommage un petit peu à un type de cinéma français qui pouvait se faire, plusieurs types même de cinéma français qui pouvaient se faire, et ça existe toujours, et c'est peut-être plus intéressant d'aller voir, alors là je les vends pas bien, mais plus intéressant d'aller voir les Tarantino français, on va dire, plutôt que le Tarantino américain, c'est-à-dire les types qui ont une grande culture cinématographique française, et qui vont rendre hommage intelligemment à un cinéma français qui s'est fait avant eux. Peut-être que c'est plus intéressant et intelligent pour le coup d'aller voir ça que d'aller voir du Tarantino qui est de toute façon adulé par toute la critique bien pensante. Parce que j'ai certainement une vision peut-être un petit peu trop pessimiste de la chose, mais il est clair que dès lors où on a des mastodons comme des films de Tarantino, comme on a parlé des Star Wars ou d'autres, d'autres licences, on l'a pas évoqué, mais juste un tout petit mot sur Terminator, vite fait.
dernier pour le coup, je l'ai pas vu. Le donc dernier je te Terminator, laisse, moi qui suis développer. un fan incontournable de cette saga, quelle horreur, mais quelle horreur ce dernier Terminator, mais quelle horreur. Vraiment, c'est comment quelqu'un qui est comme James Cameron, qui a vraiment du talent, qui a pu nous faire donc le premier en 84 et le second en 91, je crois, et qui là, en fait, a décidé de reprendre les choses en main. Il devait réaliser, finalement, c'est pas lui qui a réalisé, c'est le gars qui a fait Deadpool, je crois. Et, Ah oui, exact. et là, on a Oui, le droit vraiment à une débauche. Là, on est vraiment dans ce qu'on évoquait avec Star Wars. Hein. Là, c'est le héros devient un pépère qui est vraiment il est rangé au second rang. Oui, bah de toute façon, sur il est l'affiche, recalé au second rang. il y a 3 nanas badass sur l'affiche, quoi. Ce qui veut 3 dire ce que nanas ça veut dire. badass et l'héroïne évidemment est une petite chicanos avec un gros cul qui est désormais est l'avenir. Elle est désignée donc par Sarah Connor directement. Maintenant c'est toi qui es l'avenir puisque John est mort, etc. Machin. Ouais, si vous l'avez pas vu, désolé, hein, mais John Connor revient sans revenir parce qu'on le voit 10 secondes et puis finalement il meurt. Enfin, c'est ridicule. Ils ont même pas suggéré le fanservice. Enfin bon, tout est mauvais dans ce dernier film, tout est mauvais dans ce qui a été fait dans la série Terminator depuis éventuel. Allez, le 3 est encore sauvable, mais après tout est mauvais. Donc c'est pour ça que ouais, je serais très pessimiste en disant on a des mastodons, on nous envoie ces mastodons hollywoodiens dans la tronche, tandis qu'en France, on l'oublie, mais on a... Alors pareil, là tu vas pouvoir être positif, mais moi qui suis resté sur Gabin, Belmondo, Delon et les grands classiques, je me dis que pourquoi perdre son temps à regarder le dernier Terminator ou le dernier Star Wars? Ah bah alors non, que, là-dessus on est totalement d'accord. Regardez C'est pas là-dessus plutôt que le je- caf se rebiffe ou regardez Plein Soleil, et c'est quand même autre chose. Mais bon, on va me dire que j'appartiens pas à mon époque, et c'est vrai, ouais, je le revendique, ouais, c'est vrai, j'appartiens pas à mon époque. Okay, boomer. Okay, boomer. Okay, boomer. C'est plutôt rassurant. Ouais, c'est plutôt C'est rassurant. plutôt rassurant de ne pas Finalement, appartenir à c'est son plutôt époque. rassurant. Hein. C'est ce que Nietzsche disait, il faut mettre 3 siècles entre soi et son époque. Mais pour revenir sur Tarantino, oui, c'est vrai. On a un gars qui, à mon avis, est surpuissant dans le monde hollywoodien. Il avait d'ailleurs les appuis nécessaires pour ça. Hein, c'était un grand copain de Weinstein. Bien sûr. Mais honnêtement, ce film-là est très décevant. Ça n'enlève rien au fait que c'est quelqu'un qui sait gérer une caméra, qu'il y a des très beaux plans, il y a de très belles choses. C'est un film qui tient debout, certes, mais il n'apporte rien. C'est simplement une simple déclaration au cinéma. Et tant qu'à faire, si vous voulez voir des déclarations d'amour au cinéma faites par des cinéastes, des grands, regardez par exemple 8,5 de Fellini. Bien sûr. Et là c'est autre chose, quoi. Eh ben oui, c'est sûr qu'entre Fellini et Tarantino... Désolé, oui, pour la comparaison un peu hasardeuse, mais puisqu'aujourd'hui Tarantino est considéré comme un génie. Non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression même, parce que je repense à Once Upon a Time in Hollywood, et je me dis s'il y a un point positif à sauver, c'est que effectivement DiCaprio joue très bien, par contre. Et j'ai l'impression que DiCaprio, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de la médiocrité de Tarantino, quoi. C'est-à-dire que finalement, les gens vont te dire Django Unchained, c'est vachement bien, parce qu'à un moment donné, DiCaprio, il y a une scène où il s'énerve, il tape sur la table, il s'ouvre la main et il continue la scène, et la scène continue à tourner, il improvise, et du coup c'est génial. Bah oui, mais est-ce qu'à côté de ça, le film est bon? C'est-à-dire que c'est pas parce que un acteur, une performance d'acteur ne peut pas sauver un film. Et là, c'est génial parce que ça refait une transition avec mon 3e flop, en tout cas personnel, de cette année, et qui là va sans doute faire beaucoup de mécontents, mais qui est Joker. To your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow find that life is still worthwhile. Ah oui, là, Est-ce que la performance de Joaquin Phoenix dans Joker suffit à sauver le film? pour la Selon plupart des moi, gens non. avec qui j'en ai parlé, le Joker est un chef-d'œuvre. Après, bon, je trouve ça aussi discutable, mais bon, vas-y. Le problème de Joker, j'ai l'impression, c'est que le film prend un espèce comme ça de cachet film d'auteur. Et en fait, les gens pensent que c'est un chef-d'œuvre parce que leur seul point de comparaison dans l'univers de films de super-héros, c'est le Marvel Cinematic Universe. Et donc, en gros, les mecs se disent il y a Marvel c'est sympa, les Gardiens de la Galaxie, Iron Man, tout ça. Et à côté, il y a Joker. Joker, c'est sérieux, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que t'as l'impression, en fait, si tu veux, pour faire une espèce de comparaison, t'as l'impression qu'en fait, toute la journée, ils bouffent du caca, ils mangent des étrons, et du coup, un jour, tu les emmènes au McDo, et les mecs te disent « Mais attends, le McDo, c'est de la grande gastronomie.
Parce que contrairement à ce qu'on bouffe habituellement, tu vois, là, il y a... Attends, les mecs, il y a du pain, il y a de la viande et il y a des légumes. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et toi, toi qui as l'habitude de bouffer dans des vrais restaurants gastronomiques, t'es là en mode, bah ouais, mais c'est quand pas même de ça la merde. en fait, la grande gastronomie. C'est pas... Il suffit pas de mettre du pain, de la viande et des légumes. Il faut un certain type de pain, un certain type de viande, un certain type de légumes. Et là... Les mecs qui te vendent le film, en général, te disent « Mais attends, quand même, la performance de Joaquin Phoenix, quoi. » Eh ben, oui, la performance de Joaquin Phoenix... Il est très bon, c'est indéniable. Il est très bon. Mais pour moi, le personnage, par exemple, est mal écrit. Et là, le film souffre aussi de ce dont souffrent les Tarantino, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de propension, à l'heure actuelle, à ne plus chercher à faire dans l'originalité et à dire « Il y a des choses bien qui se sont faites avant nous, contentons-nous de plagier. » Parce que... Moi, ça fait quelques années d'ailleurs que j'attendais de le voir, ce film-là. Et ben là, l'occasion faisant le larron, je l'ai vu quelques jours là, dans la semaine avant d'aller voir Joker. J'ai vu le Scorsese qui inspire Joker, qui est La valse des pantins. Qui est la valse des pantins. Et ben je suis désolé, mais quand tu tapes la valse des pantins et que tu tapes Joker dans la foulée, mais l'escroquerie est criante, quoi. Elle te saute à la gueule. C'est-à-dire que tu dis, mais là, c'est pas de l'hommage, là, c'est du plagiat, réellement. Il y a une différence entre l'hommage et le plagiat. Là, Joker, pour moi, plagie la valse des pantins. Et ce qui plagie pas à la valse des pantins, eh ben, il va le plagier à Orange Mécanique, il va le plagier à Taxi Driver, il va le plagier à d'autres films. Mais c'est-à-dire que quand t'enlèves toutes les références, tout l'univers de référence du film, bah, il reste pas grand-chose, quoi. Il reste pas grand-chose à part peut-être une petite proposition esthétique. C'est vrai que le look du Joker est pas si mal. Mais bon, le look de Heath Ledger était très bien aussi. Et là, il y a une vraie proposition derrière The Dark Knight, pour le coup. Et c'est ça que je trouve marrant, c'est qu'il y a plusieurs années, des mecs un peu critiques vis-à-vis du cinéma ambiant, on les traitait de rétro. Oui. Et ce que je trouve rigolo, c'est que les films qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre aujourd'hui sont des films rétro. Et Joker est un film ultra rétro. Ah, totalement. Ça se passe dans la fin des années 70, début 80. C'est ça. Donc à l'époque en plus où les États-Unis c'est la période Carter, donc c'est l'époque où les États-Unis sont pas au top de leur forme. Hein. Ils reviendront d'ailleurs avec Reagan et le cinéma Rambo, pour faire simple. Mais là, on a affaire à un film donc ultra rétro qui se situe dans une autre époque. Et même la couleur, tu vois, est un peu fade. Ouais, sent, même le générique il y a un petit côté sépia. Et le titre au début, la musique utilisée, c'est que du rétro. Le show de De Niro fait penser à un show des années 50. Et donc bon, on n'est pas du tout dans notre époque. Et ça fonctionne. Et justement, c'est ça qui fonctionne parce qu'on n'est pas dans notre époque. Et c'est pour ça que les gens, à mon avis, aiment bien. Même les genoux qui en ont été habitués, comme tu l'as dit, qu'à l'univers Marvel Bien sûr. Et à tout ce cinéma. Ça se généralise même au-delà du cinéma. C'est-à-dire que le vinyle revient à la mode. En gros, il redevient à la mode aujourd'hui de vivre comme dans les années 60-70. En utilisant, et ça m'a marqué quand j'ai vu le Joker au ciné, c'est effectivement des trucs très... où là ça fait directement appel à l'actualité, mais dans un écrin rétro. Bah, c'est la fin, excusez-nous encore pour les spoils, hein, mais tant pis, hein, ou la fin où il monte là, sur la bagnole de flic, où il fait cette petite danse face à des gens qui ont ils ont tous des masques de clown. Puis effectivement, tout de suite, surtout en France, c'est criant, vous enlevez les masques de clown et puis vous les remplacez par des gilets jaunes. On y est, quoi. On y est. Il y a un paquet, j'ai vu d'ailleurs un paquet de commentaires et de gilets jaunes qui se réjouissaient à l'image de ce film. C'est un exutoire, quoi. C'est ça aussi la magie d'Hollywood, hein, c'est que ça évite la révolution. Hein. Mais d'ailleurs, regarde, moi, cette espèce de révolution à base de masques de clown dans le film, ça m'a rappelé, dans une certaine mesure, l'espèce de révolution qu'il y a dans V pour Vendetta, tu vois, où c'est un peu le même genre, où tout d'un coup, finalement, on n'existe plus, on se range tous derrière une idée, et cette idée est incarnée par un masque. Sauf que dans V pour Vendetta, il y a quand même quelque chose de subtil derrière le message. Et tu t'en arrives même toi-même à te poser la question à base de finalement le type commet quand même des actions terroristes, mais il a été torturé par un gouvernement un peu criminel. Donc finalement, est-ce que la fin justifie toujours les moyens ? Est-ce que pour combattre un gouvernement criminel, on peut soi-même devenir un criminel, etc. Alors que dans le Joker, ça se résume à un slogan de merde qui est « Kill the rich ».
Voilà, tuer les riches, bah oui, en fait le méchant c'est le riche, donc toi t'es pauvre, si ton but c'est de tuer les riches, eh ben ça justifie en fait tous les débordements possibles, ça justifie tous les comportements à la con, et sur Joker, je vais même te dire, moi j'avais tapé énormément de critiques YouTube sur Joker, parce que ça m'intéressait de voir ce que les types qui regardent beaucoup de films techniquement, puisque quand on est critique cinéma sur YouTube, c'est qu'on aime le cinéma, donc on a vu pas mal de films, disaient de ce film-là. Et il y avait une sorte d'unanimité, à part quelques voix dissidentes comme le joueur du grenier ou des voix de ce genre-là. Mais sinon, en dehors d'eux, qui avaient un discours un peu plus mesuré sur le film, il y avait une espèce d'unanimité pour dire que c'était un chef-d'œuvre. Et en fait, quel était un des arguments qui revenait beaucoup ? C'était de dire, mais en fait, le personnage du Joker, dans ce film-là, pour une fois, il est montré comme quelqu'un d'humain, de proche de nous. Et c'est génial, parce que oui, c'est juste un mec qui a passé une mauvaise journée. Et donc, en fait, on se dit, mais ce mec, il mérite juste un câlin, on a envie de le prendre dans nos bras, et peut-être que c'est comme ça qu'il redeviendrait gentil, etc. Et ces mêmes critiques, quand le vent a commencé un petit peu à tourner et que les gens ont fini par se rendre compte que Joker, bon ben voilà, c'est pas non plus le chef-d'œuvre qui était annoncé. Mais ça c'est comme c'est des effets de mode, c'est comme La La Land, on avait dit qu'on en parlerait encore dans 30 ans, 6 mois après, plus personne n'en parlait. Et ben ces mêmes mecs, quand le vent a commencé à tourner, ont commencé à dire ah non mais attendez, nous on a bien aimé Joker. Mais par contre, faut être con pour penser que le film te place en empathie avec le personnage. Le film te montre un personnage de mec qui est fou. Donc personne ne peut se mettre en empathie avec ce mec-là, c'est pour ça que le film est génial justement, parce qu'il te montre un type taré qui va dans sa folie. Et le discours a complètement changé, t'as envie de leur dire à ces mecs-là, mais en fait, sur quel pied danser, justement, pour le coup, reprendre la danse du Joker. Mais sur quel pied est-ce qu'on danse, quoi ? Est-ce que c'est un type avec lequel on est en empathie, ou est-ce que c'est un salopard qu'on ne doit pas suivre ? Quand il tire, on spoil complètement, quand il tire une balle dans la tête de Niro à la fin, c'est un truc que vous applaudissez, ou c'est un truc que vous condamnez, finalement ? Vous-même, vous savez pas. C'est-à-dire que le film te place... Parce que dans V pour Vendetta, tu te poses des questions, mais tu te places dans la peau du mec qui se pose des questions, justement. Tu sors du film en disant c'est intéressant parce que le film fait réfléchir. Alors que là, Joker, les mecs retournent leur veste, mais ils se posent jamais la question. C'est-à-dire qu'ils ont autant la certitude d'être dans le vrai quand ils te disent que le personnage, il faut être en empathie avec lui et que c'est un pauvre malheureux, que quand ils te disent que le personnage, c'est un fou et que le film a jamais, au grand jamais, eu la volonté de te mettre en empathie avec lui, alors que Joaquin Phoenix lui-même a dit qu'il avait voulu faire un Joker un peu plus empathique que les Jokers précédents. Donc c'est un Joker qui est raté et en fait je pense même si t'as dit à un moment que c'était aussi génial. Là c'est ça qui est rigolo. Le Joker, tu as dit aussi, c'est ça aussi qui est génial dans le film, c'est le côté c'est un personnage fou, complètement fou, et on nous amène à aimer un personnage fou ou à le détester d'ailleurs. Mais oui, mais je pense aussi que une des raisons pour lesquelles les gens ont unanimement pensé que Joker était un chef-d'œuvre vient du fait que dans l'inconscient collectif, il passait derrière Jared Leto. Tu vois, Jared Leto passait derrière Heath Ledger. Donc les gens ont condamné d'avance en disant en fait quoi qu'il fasse, ça va être de la merde. Bon, il se trouve que c'était pas terrible, peut-être pas d'ailleurs entièrement de sa faute parce qu'il semblerait que les studios aient bien charcuté son travail aussi. Mais enfin en tout cas, même au niveau du look, ça donnait un truc qui était pas extraordinaire. Donc en fait, n'importe qui pouvait passer derrière et les gens crieraient au chef-d'œuvre. Oui, c'est vrai. Ce qui est triste aussi, tu parlais de la vase des pantins, mais je te dis, une fois de plus, l'époque a quand même son importance. Il peut y avoir du talent, et il y a du talent dans ce film, c'est indéniable aussi. Mais ce qui est vraiment dommage, à mon avis, pour ce film, c'est, tu parlais à un moment de l'inspiration de Taxi Driver. Et c'est un personnage tout à fait similaire. Et dans Taxi Driver, on a aussi un personnage qui est très maigre, un personnage qui n'a pas sa place, qui enchaîne les échecs, que ce soit professionnel, politique, amoureux, enfin tout, il rate tout. Mais l'accent n'est pas mis justement sur le côté humain. Et je trouve qu'effectivement, ce qui est le plus dommageable dans des films comme Le Joker, on a des super performances d'acteurs. Mais en fait, pour moi, c'est du cinéma d'assistante sociale, quoi. D'ailleurs, il va voir l'assistante sociale. C'est-à-dire que les scènes qu'on voit dans la bande-annonce où on a l'impression qu'il est en face d'une psy, en fait, dans le film, il est en face d'une assistante sociale. Et Travis Bickle, c'est Travis Bickle, c'est ça, Travis Bickle, le héros de Taxi Driver, ne va pas voir l'assistante sociale. On sait d'avance que ça va mal finir, mais c'est pas grave parce que l'histoire est neutre socialement.
L'histoire est neutre sociologiquement. Et L'histoire, puis on s'en fout. il y a un vrai environnement Ouais. en plus autour de Travis Bickle dans Taxi Driver, c'est-à-dire que le mec vit vraiment dans un appartement de merde. Quand il va au cinéma, il va au ciné porno. Là, je suis désolé, quand tu regardes Joker, quand tu vois l'appartement dans lequel il vit, ben ça a pas l'air d'être un appartement si pourri que ça. C'est pas non plus la grande classe évidemment, mais ça a l'air d'être un appartement lambda en fait. Et tu sens jamais ce côté crasseux en fait dans le film. Tu sens tellement pas le côté crasseux que pour le justifier, ils ont été obligés de mettre des tas de poubelles en disant oui, c'est la grève des éboueurs. Ouais, parce qu'en fait, si vous avez pas cette excuse de la grève des éboueurs, en fait, vous êtes incapable de montrer que la ville est dégueulasse et que le mec évolue dans un environnement dégueulasse. Contrairement à ce qu'était capable de faire Scorsese et dans Taxi Driver et dans La Valse des Pantins. Et ça joue aussi sur la construction du personnage, parce que dans Taxi Driver et La Valse des Pantins, les deux personnages qui sont tous les deux incarnés par De Niro sont des personnages qui sont complexes, qui sont vraiment construits psychologiquement, il y a une psychologie. Alors que le Joker, mais finalement il n'y a même pas tant d'évolution que ça. Le projet était un petit peu annoncé en disant, ben pour une fois, on va faire un Joker normal, et en fait c'est la société, entre guillemets, qui va le rendre fou. Sauf qu'en fait on se rend compte qu'il est déjà fou dès le départ. Il a déjà un problème mental, c'est déjà un mec qui se faisait frapper par son beau-père qui lui cognait la tête contre le radiateur, et du coup ça a déclenché un truc dans son cerveau, sa mère était folle, donc en fait il n'y a pas d'évolution dans le personnage, c'est-à-dire il commence fou, il finit fou. Très bien, sauf que entre les deux il a juste assumé sa folie. Je suis pas certain que le message soit incroyable en fait. À partir du moment où on considère tous les comportements anormaux comme nécessitant forcément un câlin, comme nécessitant une assistance sociale, etc. Bah oui, c'est ce que je disais, c'est qu'on a le droit du cinéma social, mais... Exactement. Et puis j'allais y venir, en plus, c'est effectivement ça, je pense, qui a fait que tous les critiques dont je parlais tout à l'heure ont aimé le film au départ. C'est qu'ils se sont dit, ben finalement, c'est un film qui fait un peu l'éloge des minorités. Malgré le fait qu'avant sa sortie, on pensait que il y avait eu une espèce de mini-polémique où on pensait que c'était un film qui ferait l'éloge des incels, justement. Ouais. Des mâles blancs célibataires malgré eux, et qui à un moment donné finissent par péter un câble, parce que, selon les féministes, ils considèrent que les femmes devraient être à leur disposition, machin, alors que bon, en fait, ils ont juste envie d'avoir une relation sentimentale avec quelqu'un, ce qui est normal. Ce qui est normal, mais tu vois, on finit par ce qui est normal, et aujourd'hui, ce qu'on apprécie, c'est du cinéma sans proposition, mais qui propose de la normale. Donc c'est ça qui est drôle, c'est que finalement le film avait été critiqué au départ, parce que avant de le voir, les mecs partaient du principe que ça allait être un film qui allait faire l'apologie de ce qui était normal, et donc pour eux ça paraissait scandaleux, et puis finalement quand ils se rendent compte que le film fait tout le contraire, et ben ils se mettent à l'adorer. On a pas mal taillé le Joker. Ouais, passons au positif. Là c'est bon, on a brassé la boue, on va passer aux pépites. Alors ça, c'était le négatif des années 2010. Il y en aurait d'autres. Il y en aurait d'autres. Là, on a pris surtout l'année 2019 en fait, parce que le dernier Star Wars, le dernier Tarantino et Joker sont tous les trois sortis en 2019. Et là, on va essayer de brasser un peu plus large. Mais si vous avez d'autres films de merde à nous proposer, n'hésitez pas dans les commentaires. On en a oublié effectivement des paquets. Alors, j'ai fait un top en 25 points, on va dire, 25 films, 25 grands films dont je trouve qu'ils valent le coup d'être vus dans cette décennie-là. J'ai essayé un petit peu d'équilibrer entre le cinéma américain et le cinéma français, justement pour pouvoir proposer aussi du cinéma français. Et aussi du cinéma qui vient un peu d'ailleurs, notamment italien, parce qu'il y a encore un cinéma italien qui est très intéressant. Commençons par le cinéma américain, comme ça, comme disait Depardieu dans Tenue de soirée. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Même si là, le superflu est quand même assez génial, puisque pour moi, un des premiers films, un des grands films américains que je retiens dans cette décennie, pour sa proposition esthétique, c'est un film de Nicolas Winding Refn, qui est le réalisateur de Drive, et qui est The Neon Demon. Je sais pas si tu l'as vu, mais en gros, pour résumer rapidement le film, c'est l'histoire d'une gamine qui va à Los Angeles pour devenir mannequin. Et en gros, elle prend une chambre de motel, c'est les fameux motels dans le désert californien, et puis elle va passer des castings dans une agence de mannequins. Et en fait, la nana est magnifique, donc c'est Elle Fanning, l'actrice. Et la nana est magnifique, en gros, elle arrive et elle éclipse tous les autres modèles par sa beauté, et les mecs la regardent en mode « mais qu'est-ce que c'est que cette nana qui est extraordinaire ?»
Et alors pour moi le film est très bon, parce que déjà il maîtrise absolument son sujet, c'est-à-dire que le sujet c'est les mannequins. Et en fait, quel est le principe du mannequin? C'est qu'il est beau et il ne sert qu'à ça. Et en plus, il propose une vision de la beauté qui est presque mortifère en fait, parce que les mannequins s'imposent beaucoup de choses, des régimes, etc. Donc en fait, au final, elles sont toutes pâles, elles sont maquillées pour être totalement blanches, donc elles sont pâles, elles sont maigres, et on dirait des espèces de cadavres. Et il y a un espèce de jeu pendant tout le film qui va aller très très loin. Là, on va commencer à plus trop spoiler parce qu'on est dans les bons films, donc voyez-les, qui va aller très très loin sur le rapport qu'il peut y avoir entre le désir et la mort. Le désir et la mort, et finalement, d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, c'est que Elle Fanning dans le film, le personnage Elle Fanning est presque trop vivant en fait pour s'insérer dans cet univers où elle n'a pas été refaite par exemple, là où elle croise que des nanas qui sont refaites. Et alors regarde, par exemple dans le film, pour te donner un exemple de pourquoi moi j'aime la proposition esthétique de ce film et je la trouve très bonne. Dans le film, il y a une scène à un moment où ça se passe juste avant un défilé. Donc toutes les mannequins sont dans les coulisses du défilé en train de se préparer. Et Elle Fanning est propulsée sur ce défilé à la dernière minute. À la dernière minute, le mec lui dit « Tiens, ben toi, viens ici et tu feras la clôture du défilé parce que t'es magnifique. » Donc elle arrive, elle va dans les coulisses, elle se prépare, et elle croise une autre nana qu'elle avait croisée avant, qui elle, est prévue sur le défilé, tu vois, qui s'étonne de la voir là en mode « Tiens, t'avais pas été prévu, qu'est-ce que tu fais là? Ah ben j'ai été rajouté à la dernière minute, ok. » Et en fait, le thème, le maquillage qu'elles doivent toutes porter pendant ce défilé-là, c'est un maquillage un peu à la Joker d'ailleurs, c'est-à-dire un maquillage de clown mais qui dégouline, qui déforme un peu le visage. Et la façon dont Nicolas Winding Refn filme la scène, l'échange entre les deux, en fait, l'autre nana, la mannequin que croise Elle Fanning, il y a un éclairage qui fait que quand tu la vois éclairée en vrai, dans le réel, elle a l'air d'avoir une tête normale. Et dans le miroir, quand elle se regarde dans le miroir, il y a des lights sur elle, des lumières sur elle, et là on voit le maquillage déformant. Ouais. Donc en fait, elle est immonde. Et c'est absolument génial, tu vois. C'est-à-dire que tu vois deux nanas qui discutent de profil, et elles ont toutes les deux une tête normale, et il y en a une qui renvoie sa laideur à l'autre, finalement, sa beauté factice, en disant mais tu vois bien que t'es pas belle de base, t'as une beauté fade, t'as été obligé de te refaire alors que moi je suis rayonnante, tu vois. Et après Elle Fanning se barre. Et là, l'autre se regarde dans le visage, et elle a le visage, dans le miroir, et elle a le visage complètement déformé. Ben, rien que pour ça, tu vois, c'est dans la construction, dans la métaphore qu'il y a derrière cette scène-là, rien que ça, c'est une toute petite scène dans le film. Ah, très déjà, bien, pour chaque film, tu nous parles d'une petite scène qui nous donne envie. C'est déjà 10 niveaux au-dessus de Joker. C'est pour ça que Joker est pas un chef-d'œuvre et que c'est juste un bon film. C'est pas un mauvais film, Joker, mais c'est un bon film. The Neon Demon, c'est un chef-d'œuvre. C'est un film qui est... alors, c'est très Nicolas Winding Refn, hein, donc c'est éclairé au néon, il y a des paillettes, etc. Mais là, ça justifie totalement, et surtout, il y a un personnage qui est extraordinaire, qui est un personnage qui n'a pas un très grand rôle dans le film, mais qui est le gérant du motel dans lequel elle loge, et qui est interprété par Keanu Reeves. Ah, oui, Keanu Reeves totalement destroy, avec la beubare, etc., qui arrive et qui, en gros, est quasiment à l'inverse des rôles qu'il joue habituellement, tu vois, qui joue un espèce de gros beauf comme ça, et dans cette espèce de motel qui est quasiment un espèce de lieu fantastique, tu vois. Où à un moment donné il y a un espèce de tigre qui va dans sa chambre et tout. Non mais pour dire, il y a un côté très félin, il y a un côté très onirique dans ce motel, et j'ai trouvé ce film absolument extraordinaire et je conseille à tout le monde de le voir. Donc redis-nous. The Neon Demon de Nicolas Winding Refn, c'est un film qui est sorti en 2016. Une deuxième référence, un autre très très grand réalisateur américain depuis très longtemps et qui actuellement enfin, dans cette décennie-là, en tout cas, a changé de cap esthétique et a proposé un nouveau cinéma, c'est Terrence Malick. Terrence Malick qui a fait en 2011, c'est le film qui a gagné la Palme d'Or, qui s'appelle The Tree of Life. Je me souviens. Et qui est un film pareil. Alors ces deux films-là, c'est des propositions esthétiques, vraiment. Après, il y aura des films où le scénario, les acteurs seront plus... Mais là pour le coup, The Neon Demon, The Tree of Life, chacun dans leur genre d'ailleurs, c'est presque une sorte de yin-yang les deux films. The Neon Demon, c'est plutôt la partie sombre, la partie nocturne, la partie démoniaque.
Et The Tree of Life, plutôt la partie lumineuse, la partie divine presque. C'est une sorte de prière de 2h20 ce film. C'est l'autre étendard. C'est l'autre étendard, exactement. C'est The Nun Demon, The Tree of Life, c'est les deux étendards. Et The Tree of Life, c'est un film qui a été coproduit ou produit, je sais plus, par Brad Pitt. Oui, bah, il a le rôle principal. Exactement, et justement j'allais y venir, c'est qu'en fait quand ils ont distribué les rôles, ils ont commencé à passer des castings pour distribuer le rôle principal, et en fait Brad Pitt un jour est venu voir Terrence Malick et il lui a dit « mais tu veux pas que je le fasse moi en fait ?» Parce que certes c'est pas du tout le type de rôle dans lequel on m'attend, parce que Brad Pitt dans The Tree of Life il joue le rôle d'un père de famille, des années 50, à la limite qui a une éducation presque rigide, enfin c'est l'inverse de Tyler Durden quoi, c'est pas du tout les rôles où on a l'habitude de le voir. Et il dit, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir une proximité avec ce personnage, je m'y reconnais, donc est-ce que tu veux pas que je le fasse moi-même ? Et Terrence Malick lui a dit, bon, allons-y, tu vois. L'histoire de The Tree of Life, ça mélange en fait deux périodes. C'est un deuil, c'est l'histoire d'un deuil dans une famille. C'est-à-dire qu'il y a le père, la mère et deux enfants, deux garçons, deux frères, et sur les deux frères, il y en a un qui meurt. Et le film va montrer comment les autres membres de la famille vont recevoir cette nouvelle-là et accueillir ce deuil. Et comment donc l'autre frère va se souvenir de leur enfance, de leur éducation, des moments qui les ont marqués, etc. Il y a énormément d'occurrences bibliques dans ce film, parce que c'est un film qui s'assume quasiment même jusque sur son affiche comme un film religieux. Et donc on voit qu'ils vont beaucoup à l'église, etc. Et il y a beaucoup aussi d'occurrences sur la façon dont ils vivent. Par exemple, quand les gamins sont tout petits, leur mère, qui est jouée par Jessica Chastain, qui est incroyable dans ce film, c'est vraiment, on regarde ce film, on a envie qu'elle soit notre mère. D'ailleurs, c'est le film joue la nature contre la grâce, tu vois. Et le père joue le rôle de la nature, qui est plutôt sauvage, dur, et la mère joue le rôle de la grâce, tu vois, donc ce qui va te rattraper dans la nature. Et elle, pour moi, elle incarne la tendresse en fait dans ce film, et la tendresse désexualisée, tu vois. C'est vraiment la tendresse de la mère. Tu la vois, t'as envie qu'elle soit ta mère, t'as envie qu'elle s'occupe de toi, qu'elle te prenne dans ses bras, etc. Et donc la mère, quand les deux gamins sont petits, pour leur apprendre le vocabulaire, leur apprend ça avec un jouet qui est un jouet d'un bateau avec des animaux sur le bateau. Et genre, comment s'appelle cet animal-là ? C'est un alligator. Comment s'appelle cet animal-là ? C'est une girafe, etc. Donc ça renvoie évidemment à l'Arche de Noé. Ils ont un jardin, il y a beaucoup de scènes dans le jardin devant la maison où ils jouent, donc c'est le jardin d'Éden. À un moment donné, il se met à y avoir une rivalité entre les frères, c'est Caïn et Abel. Et donc tout le film joue là-dessus, mais de manière très intelligente. Et parallèlement à ça, donc tu as même 3 espaces-temps, parce que tu as le présent avec les enfants qui sont grands, le fils aîné, je crois, qui est en deuil et joué par Sean Penn. Sean Penn, le fils, Brad Pitt et Jessica Chastain, les parents. T'as les souvenirs de Sean Penn, où donc il est gamin avec son frère, et t'as la création du monde carrément. C'est un film qui te remontre la création du monde avec la transition, etc. Et ça avait dérouté pas mal de gens, parce qu'en fait, dans la création du monde, il te montre les dinosaures aussi. Donc t'as une scène avec des dinosaures. Et le film est vraiment magnifique, il y a un côté très, même dans la façon de filmer, un côté très aérien avec une caméra, t'as l'impression que la caméra est toujours en train de planer comme ça. Donc c'est un film qui est sublime. Si vous avez l'occasion de voir ce film, j'ai eu le tort, moi, de ne pas le découvrir au cinéma, parce que j'allais déjà beaucoup au cinéma à l'époque où il est sorti, en 2011, et le côté, j'avais pas totalement compris ce qu'allait être ce film à l'époque, donc le côté Palme d'Or, le côté Brad Pitt m'avait un petit peu dit oula, ça va être un blockbuster à la con, et j'étais passé à côté, et je regrette de jamais l'avoir vu sur grand écran. Si j'ai un jour l'occasion de me rattraper, je le ferai avec grand plaisir, mais en tout cas, découvrez-le déjà sur petit écran, ça vaut vraiment le coup. Tree of Life, Terrence Malick, tu m'as dit. Tree of Life, Terrence Malick. 2011, exactement. Donc bah tu vois, moi, tu m'as donné l'envie de le revoir, parce que je l'ai vu qu'une fois au cinéma, et je vais être honnête, il m'avait pas laissé tous les souvenirs que tu évoques là, donc ça tombe très bien, je me remettrai dedans. Ce qu'il faut dire aussi sur la décennie, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant qu'on fasse cette émission, c'est que du coup nous on est d'une génération où la décennie 2010-2011 a vraiment été la décennie de nos 20 à 30 ans. 2010-2020 tu veux dire. 2010-2020 pardon. J'étais sur 2011, Tree of Life. 2010-2020 a vraiment été la décennie de nos 20 à 30 ans. Et du coup, je pense que c'est là où on a pu développer un vrai regard sur les films qu'on allait voir, qui est sans doute moins probant sur la décennie précédente, tu vois, parce que c'était la décennie de notre adolescence, donc on n'a pas forcément vu des films qui nous ont élevés, ou en tout cas pas de la même manière. On était plus, quand on est ado, on est une éponge, c'est-à-dire que tout ce qui nous passe sous la main, tous les films qu'on regarde sont absolument géniaux. Alors, oui, moi je me souviens, la première fois que j'ai vu, je sais pas, ça peut aller de Trainspotting à Orange Mécanique.
Ou, Tout à fait, oui, voilà. voilà, ou, De toute façon, on a eu à peu près... C'est les films d'ados, en fait. ah, c'est les films d'ados. C'est un peu comme des passages obligés, quoi. Ce qui d'ailleurs, si du coup, tant qu'on est, et là on s'éloigne un peu du sujet, mais si je peux faire une mini digression sur Orange Mécanique. Mais digresse. Now tell me what you had in mind, Georgie boy. C'est que je pense que Orange Mécanique est un film que, paradoxalement, à l'âge avançant, tu peux revoir à la baisse, tu vois. Sans dire que c'est un mauvais film ni rien, hein, c'est un chef-d'œuvre absolu, j'ai toujours l'affiche au-dessus de mon lit, donc moi j'adore Orange Mécanique, hein, y a pas de problème, hein, Louis Égoïne de Large, hein, ça vient de là. Mais je pense que il souffre beaucoup de sa réception, peut-être même plus que du film en lui-même, et que c'est tellement un film qui a été récupéré après, donc qui a en gros cette esthétique un peu punk où les mecs récupèrent ce truc-là, que finalement, dans la carrière de Kubrick, plus tu vas grandir, plus tu vas aller vers des films du genre Shining ou du genre Eyes Wide Shut, et peut-être qu'Orange Mécanique a cet effet, en tout cas ça illustre ce qu'on disait sur le fait que on reçoit pas le cinéma de la même manière quand on est ado et quand on est jeune adulte, on va dire 20 ans on est encore jeune adulte, puis bon maintenant 30 ans on est adulte, mais quand on construit notre post-adolescence, on a une vision du cinéma qui change. Et alors là, du coup, je vais peut-être partir un peu dans l'adolescence, je sais pas, parce que le réalisateur suivant que j'aimerais traiter, c'est Terry Gilliam. Terry Gilliam des Monty Python, qui a enfin, alors c'est pas de ce film-là dont je vais parler, mais je tiens à le noter quand même, qui a enfin réussi à faire son Don Quichotte. Enfin, ouais. Après 25 ans de ratage, il l'a enfin fait avec Adam Driver d'ailleurs, qui est bien meilleur quand il joue pas dans Star Wars. Parce que c'est un bon acteur pour le coup, Adam Driver. Il a fait Patterson de Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, Patterson, qui est un excellent film de Jarmusch. Si les auditeurs veulent aller le voir, c'est très très bon. Jarmusch qui a fait Only Lovers Left Alive aussi, un espèce de film de vampire planant et tout, très 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 bon. Et donc Adam Driver, bien meilleur quand il joue pas dans Star Wars, et donc très très bon aussi dans L'homme qui tua Don Quichotte en 2018. Mais moi, le film de Terry Gilliam dont j'aimerais parler, qui est pas forcément un film qui a fait grand bruit, qui était même pas forcément un film qui avait plu à sa sortie. Parce que moi je me rappelle, j'avais beaucoup aimé tout de suite, mais il avait été beaucoup critiqué. C'est un film qui s'appelle Zéro Théorème. D'accord. Zéro Théorème, c'est un film avec Christoph Waltz d'ailleurs, qui joue le rôle du nazi dans Inglourious Basterds, qui avait été révélé comme ça. Et alors, pour les gens qui ont aimé le Black Mirror première partie, c'est-à-dire les 2 premières saisons de Black Mirror, ce que c'était encore au tout début, je trouve que Zéro Théorème a un côté un peu Black Mirror, ça pourrait être un épisode de Black Mirror. En fait, ça se passe dans un espèce de, comme Black Mirror, dans un espèce de futur qui n'existe pas, mais qui pourrait potentiellement être le nôtre, donc avec une technologie qui n'existe pas, mais qui pourrait potentiellement exister un jour. Et donc ça raconte l'histoire d'un informaticien, qui donc est joué par Christoph Waltz, qui vit dans une église désaffectée. Déjà, symboliquement, c'est assez fort. Qui vit dans une église désaffectée, et en fait, il est informaticien pour une boîte, et tous les jours, il va au boulot. Et c'est un type qui, en fait, est maladivement antisocial. D'ailleurs, Encore un film de sociopathe, quoi. Encore un film de sociopathe. Il parle de lui d'ailleurs à la 3e personne et même à la 3e personne du pluriel. C'est-à-dire qu'il dit, la 2e personne du pluriel pour le coup, il dit nous, et au lieu de dire je. Et en fait, il est tellement. Alors nous, c'est juste la première personne. Oui, c'est la première, pardon. Je m'en suis rendu compte en le lisant. C'est pas grave. Mais je me suis dit, ça va passer. Donc il parle en disant nous au lieu de dire je. Et donc le truc c'est qu'il est tellement antisocial qu'il veut même plus aller travailler, se rendre physiquement à son travail. Ça ne le dérange pas de travailler, mais il veut plus aller au travail en fait. Et donc son truc, comme il bosse dans une boîte, une espèce de grosse boîte comme ça où on croise jamais le patron, c'est de dire j'aimerais bien en référer à mes supérieurs pour qu'ils en réfèrent au patron, parce qu'en fait le boulot que je fais sur place, je peux le faire depuis chez moi. Donc j'ai plus envie de venir, je veux même plus sortir dans la rue et voir du monde, quoi. Je préfère rester enfermé dans mon église et tout va bien, quoi. Ouais. Et donc à un moment donné, de péripétie en péripétie, il va dans une fête. Alors les fêtes du futur dans ce film, c'est génial. Tu vas à la fête et en fait chacun a ses écouteurs sur les oreilles et danse sur la musique qu'il a choisie. C'est l'individualisme. C'est l'individualisme collectif. Voilà, exactement. Nous sommes ensemble. C'est l'individualisme collectif. Voilà. Et donc dans cette fête, il finit par croiser le grand patron qui est joué par Matt Damon d'ailleurs. Et il lui explique sa situation, et donc le patron lui dit bah, écoute, moi je veux bien que tu restes chez toi, que tu viennes plus au boulot, à une condition, c'est que tu acceptes de te prêter à un programme qu'on a mis en place, un programme qu'on teste pour le moment,
où en fait c'est un espèce de logiciel. Alors c'est un peu comme dans, tu sais, la technologie dans Inception qui te permet de partager les rêves. Ouais. C'est-à-dire que en fait tu comprends quel est le principe de cette technologie-là, mais tu comprends pas tellement son fonctionnement, à la limite on s'en fout, c'est pas vraiment le problème. Mais en gros c'est une espèce de logiciel que tu travailles comme une sorte de jeu vidéo, et le but final c'est de montrer que 0 fasse 100%, tu vois. Et donc c'est le zéro théorème. 0 doit être tout, il ne doit plus rien rester. Et donc le patron, donc Matt Damon, lui dit jusqu'à présent, tous les types qui ont testé ce truc-là sont devenus fous. Donc moi, c'est ça, reste chez toi, mais résous cette équation-là. Et donc il accepte ce truc-là, et évidemment lui-même, son esprit va commencer à dériver, etc. Et en fait, il a raison aussi pour laquelle il veut plus sortir de chez lui, c'est qu'il attend un appel dont on ne sait pas qui, en fait. Il attend un appel sur son téléphone. En réalité, on comprend très vite que c'est un appel de Dieu, tu vois, il y a un côté divin, tu vois, il vit dans l'église, etc. Alors c'est très marrant parce que le crucifix dans l'église... On n'est pas trop... Non, ça c'est pas un truc très important dans le film, c'est vraiment une espèce de toile de fond, mais c'est pour planter un peu le décor. Le crucifix est donc cassé, puisque c'est une église qui est... Et donc la tête est cassée, tout le crucifix reste en place, mais la tête est cassée, et à la place de la tête, il y a une caméra. Une caméra de surveillance. D'accord. Et c'est qu'un monde comme ça, et du coup, je trouve que la proposition est très intéressante, et il y a énormément de trucs à... Quand tu creuses un peu le film et la symbolique du film, le film est très intéressant. Donc, c'est un film de Terry Gilliam qui s'appelle Zéro Théorème, et en plus, à un moment donné, il fait appel à un truc d'escorte sur Internet, puisque maintenant la prostitution se fait uniquement sur Internet, ce qui est devenu d'ailleurs quasiment la réalité aujourd'hui avec les camgirls et tout ça. Et là, l'escorte en question est incarnée par la divine Mélanie Thierry, grande actrice française, à ne pas confondre avec Mélanie Laurent. Beaucoup de gens font la confusion entre les deux Mélanie. Et autant il y en a une qui est une Laurent, c'est moins... Ouais, un bobo insupportable. Autant Mélanie Thierry, c'est extraordinaire. Et puis j'aime beaucoup Mélanie Thierry en plus parce que quand elle est en interview, peu importe le film qu'elle a fait, elle va toujours jusqu'au bout pour le défendre. Y compris quand elle avait joué dans la très mauvaise adaptation d'Antec par Mathieu Kassovitz, qui était Babylon ID, avec Vin Diesel, où elle avait quasiment un des rôles principaux. Et malgré le fait que l'ambiance avait été détestable sur le plateau et que Kassovitz lui-même, qui pourtant est le réalisateur, avait refusé d'assurer la promo, et ben elle avait défendu le film avec... Donc voilà. Il est inarrêtable, ça y est. J'aime beaucoup Mélanie Thierry. Zéro théorème de Terry Gilliam, il est sorti quand ? Il est sorti en 2013. Bon, on va se faire une petite pause. On se fait une pause ? On se fait une petite pause musicale et puis on reprend la liste après. Ça marche. Bah, la pause, en plus, c'est toi qui l'a suggéré. Ouais, j'ai suggéré un morceau qui est pas mal, d'un film français réalisé par Léos Carax en 2012 qui s'appelle Holy Motors. Et dans Holy Motors, il y a une scène dans une église, encore une fois, avec Denis Lavant qui joue de l'accordéon et Bertrand Cantat qui joue de l'harmonica. Bon, on se retrouve juste après. Let My Baby Ride.
retour pour cette première de Moteur, notre émission cinéma sur Radio Lorraine Enragée. Je suis en compagnie de Louis Goïn et tu vas reprendre ta liste des films à voir parce qu'on était parti sur les films que vous pouvez éviter parce que c'est de la merde et les films de la décennie 2010 qui méritent d'être vus. Qui valent le coup. Alors là, on va revenir au tout début de la décennie parce que là, le film dont je vais parler, c'est un film de 2010. Et c'est un film de David Fincher qui s'appelle The Social Network. Celui-là est resté dans pas mal de celui-là pour pas mal le coup, de listes. Il est revenu dans pas mal de listes, effectivement. Donc c'est pour ça que je vais peut-être aller un peu vite dessus, parce que bon, les informations sont trouvables par ailleurs. Dans The Social Network, donc c'est évidemment un film sur la création de Facebook, avec Jesse Eisenberg. Ça a lancé la carrière de Jesse Eisenberg, qui joue le rôle de Mark Zuckerberg dans le film. Et alors, moi, l'intérêt que je trouve au film, c'est un ami qui m'avait fait remarquer ça, et j'avais revu le film à travers cette analyse, et je m'étais dit, mais c'est très juste en fait, c'est que à travers la façon dont le film joue sur les différentes époques, tu vois, parce que c'est le procès de Mark Zuckerberg en fait, qui a eu un procès par les types avec qui il avait bossé au début de Facebook et qu'il a un petit peu entubé après, donc les types lui ont fait un procès. Et donc à travers le procès, on revient sur comment il a fait pour créer Facebook, comment il a fait pour quelle relation il avait avec ses amis, avec les filles, Et donc, c'est une histoire sur un loser quand même. C'est une histoire sur un loser, mais qui est montré comme un génie. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à travers la façon dont le film présente le personnage, à travers la façon dont les séquences sont rythmées, et ben en fait le film lui-même est construit comme un compte Facebook. Tu vois, un compte COMPTE et un compte CONTE aussi pour le coup. Et c'est vraiment un compte Facebook. Et quand mon ami m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement un compte Facebook que même l'affiche du film ressemble à une photo de profil. C'est ça qui est incroyable. Je trouve que c'est un film qui est très très bien construit, très très bien écrit pour le coup, et qui vaut le coup. C'est d'ailleurs un des premiers rôles intéressants pour le coup de Justin Timberlake au cinéma, qui se révèle être un acteur pas si mauvais, que j'avais découvert moi c'était son premier rôle, son tout premier rôle au cinéma, c'était Black Snake Moan avec Samuel L. Jackson et Christina Ricci, un film sur le blues, et où il avait un rôle un peu secondaire, et puis bon, c'était encore des débuts un peu tâtonnants, mais là pour le coup dans The Social Network, il joue le rôle du mec qui a fait Napster, Sean Parker, et quand tu vois le vrai Sean Parker et l'interprétation que lui en donne, il y a quelque chose. C'est un peu le mentor de Zuckerberg, quoi. Ouais, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est là où Zuckerberg avait une intelligence purement pratique et pas du tout sociale, paradoxalement au réseau qu'il a créé. Sean Parker, c'était vraiment le magouilleur, quoi, le type qui lui a dit non mais attends, je vais te montrer comment on peut vendre ton petit bébé, tu vois. Et Fincher d'ailleurs, qui un an plus tard avait fait une adaptation de Millennium, le bouquin Millennium, le premier tome, et que j'avais été voir sans grande conviction, parce que je m'étais dit il y avait en 2009, je crois, il y avait déjà eu une adaptation suédoise, est-ce que ça valait le coup d'en faire une adaptation américaine? Et je m'étais pris une grosse claque, parce que c'est Trent Reznor et Atticus Ross, je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas qui font les ambiances sonores, c'était déjà eux sur Social Network, qui reviennent sur Millennium. Les mecs de Nine Inch Nails. Les mecs de Nine Inch Nails qui te font un générique absolument incroyable avec une reprise de Immigrant Song de Led Zeppelin. Et surtout, c'est le film qui a révélé Rooney Mara, qu'après on a retrouvé chez Terrence Malick d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure avec The Tree of Life dans Song to Song, et qui parvient à faire qui parvient à éclipser par sa présence une Nathalie Portman, et il faut quand même le faire, quoi. Éclipser Nathalie, qu'une autre actrice éclipse Nathalie Portman, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc alors attends, parce que là tu noies l'information. Je noie l'information, pardon. Donc t'as dit Social Network, t'as dit quelle année à peu près? 2010, Social Network. 2010. Et donc 2011 il fait Millennium. 2011 Millennium. Et pour moi qui est les aussi deux, dans ta liste donc. Qui est aussi dans ma liste, les deux valent le coup. Vous pouvez même voir Gone Girl qui date de 2014. Voilà, les trois derniers films de Fincher valent le coup d'être vus. C'est là que je vois mon côté plus vieux con. Okay, boomer. Okay, boomer. Okay, boomer. C'est que j'ai aimé ce Social Network, il est vraiment bien. Millennium et Gone Girl un peu moins, mais j'en parlerai certainement moins bien que toi, donc bon, je rentrerai pas dans le détail. Mais il est clair que un mec comme David Fincher
à mon avis, l'un des plus grands cinéastes qu'on ait, On est d'accord. qu'on ait actuellement. Quoi. On est Avec Nolan, je pense que c'est... Voilà. On est d'accord. Là, je Il y a suis eu, dans le ça- purement personnel. Mais je te rejoins totalement. Je trouve que sa carrière est quasiment un sans faute et que les films il a jamais fait de films pas bons. Il a fait des films moyens. Moyen. Tu vois, je suis pas fan de Benjamin Button par exemple. Je trouve que c'est un film bon, c'est mineur dans sa filmographie, mais c'est pas un mauvais film Benjamin Button. Et à côté, il a fait quand il nous a pondu du Seven, du Fight Club, du Panic Room. Moi, j'aime beaucoup Panic Room aussi. Premier rôle au cinéma de Kristen Stewart. Je ne fais qu'amorcer mes propres transitions aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai le feu sacré puisque je parle de Kristen Stewart, du premier rôle de Kristen Stewart, qui a joué en 2010, donc l'année de Social Network, dans un film que moi j'ai trouvé très bon et que j'ai mis dans mon top, que je conseille aux gens de regarder, qui a un côté un peu adolescent, mais à la limite, il a l'avantage d'avoir l'énergie de l'adolescence. C'est un film qui s'appelle The Runaways. Qui a été réalisé par Floria Sigismondi. Alors c'est sa première réalisation, et ce qui est intéressant, c'est que c'était une réalisatrice de clips avant, Floria Sigismondi. Elle avait notamment fait quelques clips de Marilyn Manson, donc c'est quelqu'un qui a une vision esthétique de ce qu'elle fait qui est très clipesque. Et donc elle te montre finalement la naissance du groupe The Runaways, probablement d'ailleurs un petit peu légendé, je sais pas si ça s'est passé exactement comme ça, mais en tout cas il y a Kristen Stewart qui joue le rôle de Joan Jett, il y a Dakota Fanning qui joue le rôle de Cherie Curry, qui était la chanteuse du groupe, et surtout il y a... comment s'appelle cet acteur Ah merde, je zappe son nom. Qui est un excellent acteur qui a joué dans Bug du réalisateur de L'Exorciste. Friedkin. Friedkin, merci. Dans Bug de Friedkin, qui a joué dans Take Shelter. Très très bon acteur. Les auditeurs le retrouveront. Ils le retrouveront, j'ai son nom sur le bout de la langue, mais espèce de grand type comme ça, et qui joue là le rôle du producteur complètement fou, complètement cinglé, une sorte de mec à moitié homo, on comprend pas très bien, toujours maquillé, une sorte de vieux dandy complètement décadent, et qui finalement va être à l'origine de la création de ce groupe, un producteur complètement fou, qui va donc rassembler cette espèce de groupe de filles, qui était un des premiers girl bands, et toutes mineures, elles avaient toutes 15 ans je crois quand il les fait jouer, et il leur file de la drogue, etc., et elles font un espèce de truc complètement taré, et le film, je pense, illustre bien aussi ce que pouvait être cette époque, parce que je crois que c'était fin 70, ça doit être la fin des années 70, The Runaways, vu qu'on retrouve des photos de Joan Jett avec Johnny Rotten, les Sex Pistols, donc c'était un peu cette période punk, la naissance du punk. Et le retour aux sources, I love rock and roll, quoi. Exactement. C'est ce que dit la chanson. Exactement. Donc très très bon film, The Runaways, très frais pour le coup, assez sympa, et un des premiers rôles importants de Kristen Stewart, hors Twilight, quoi. Donc qui est pour moi une très bonne actrice, donc qui vaut le coup d'être vue. 2010 aussi. 2010 ce film-là. Ok. Et dans le même genre, parce que The Runaways finalement il y a une esthétique très... c'est des filles un peu badass, mais qui sont pas badass parce qu'elles sont féministes, qui sont badass parce que en fait c'est presque l'inverse en fait. Elles sont obligées d'être badass parce qu'en fait c'est un peu des cassos, tu vois. Elles viennent d'un milieu où en fait t'as pas le choix, si tu veux survivre, il faut t'épaissir le cuir. T'es obligé d'être une meuf avec des couilles, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et donc dans le même genre, en plus récent, en 2017, il y a un autre film que j'avais beaucoup aimé avec Margot Robbie, qui s'appelle Moi Tonya. Et qui est en fait l'histoire de la patineuse Tonya Harding, et notamment la période de son histoire où elle avait... Alors Tonya Harding qui est la première patineuse américaine à avoir réussi le triple axel, qui est une figure qui est extrêmement compliquée en patinage artistique, et c'est tellement compliqué que pour les besoins du film, ils ont même pas réellement réussi à trouver quelqu'un qui était capable de le refaire en une prise, quoi. D'accord. Donc à l'heure actuelle, il y a encore très peu de gens qui le pratiquent, et elle, je crois qu'elle avait fait ça dans les années 90, elle était jeune dans les années 90. Et en fait, à un moment donné, donc c'était une nana un peu cassos qui traînait avec des types un peu cassos. Et à un moment donné, les types en question ont mis en place une espèce d'attentat, on va dire, de vendetta contre sa principale concurrente,
dans parce qu'elle elle est montée à un niveau quasiment olympique, tu vois. Ouais. Et donc elle avait une concurrente qui s'appelait Nancy Kerrigan. Et donc en fait ils ont payé un espèce de type un peu junkie, tu vois, qui acceptait le Rocky au début de Rocky 1, tu vois. Genre le type tu le payes, il te fait ce qu'il veut, tu vois. Pour lui casser le genou en fait. Et donc le mec était allé lui casser le genou. Et ça s'était passé totalement hors de son contrôle à elle, à Tony Harding, tu vois. Elle avait juste dit, en fait c'est ma concurrente, je l'aime pas. Et son mec, qui est un espèce de débile mental, avait dit, attends, on va engager un mec, puis on va lui casser le genou, etc. Et donc finalement, elle se retrouve prise, un peu malgré elle, dans une espèce d'affaire qui la dépasse totalement, où le FBI se met à être sur le coup, on lui envoie sa mère avec des micros dans la poche pour recueillir sa confession, etc. Et je trouve que déjà ça dresse un portrait très tendre de Tony Harding. Margot Robbie est très très bonne dans le rôle. Et je trouve que c'est un film qui... qui arrive à transcender quasiment le genre. C'est-à-dire que tu sais pas trop dans quel genre le classer. Il y a beaucoup le film est très... il y a beaucoup d'humour dans le film, donc c'est quasiment une comédie. Il y a des moments qui sont à hurler de rire, mais à la fois il y a des côtés très dramatiques, tu vois. Il y a des moments de sa vie, elle se faisait battre par son mec, sa mère était une psychopathe aussi. Donc il y a des moments dans le film où t'es là, mais c'est abominable ce qu'elle a vécu. Donc on est entre la comédie, le drame, l'intrigue policière... Et là-dessus, le film est très très bon parce qu'il est totalement maîtrisé et la BO est juste incroyable, quoi. Donc vraiment... Comme tu nous as dit, Moi Tonya, réalisé par Craig Gillespie, je sais pas comment ça se prononce, mais Craig Gillespie en 2017. Avec Margot Robbie. Et vraiment, moi, ça avait été un de mes films préférés de l'année 2017. J'avais adoré ce film. Bon, un peu de français quand même, parce que là pour l'instant... on passe au français ? Ah ouais, parce que là on a que de l'américain. On passe au français. Bonsoir. C'est un jeudi. C'est vrai que là on a beaucoup d'américains, abordons vraiment l'essentiel. Est-ce qu'il y a encore du bon cinéma français surtout ? Pour moi il y a du bon cinéma français, il y a des très bons réalisateurs français, et c'est surtout ce qui est intéressant dans le cinéma français, c'est que pour le coup les Américains n'ont pas cette politique-là chez eux, même si certains essaient d'y aller, mais nous en France on a la politique des auteurs dans le cinéma. Ouais. Donc on est sur des gens, des réalisateurs, qui peuvent maîtriser leur œuvre au-delà de juste un film. Donc très souvent, il y a des espèces de diptyques ou de triptyques qui se forment dans leur cinéma. Et alors je vais en citer quelques-uns auxquels je renvoie nos auditeurs. Alors le premier, c'est un réalisateur qui s'appelle Bertrand Bonello, que moi j'aime beaucoup et qui a fait une sorte de triptyque. Les films abordent des sujets différents, mais je pense qu'on peut les voir les trois ensemble, ça peut fonctionner. Entre 2011 et 2016. En 2011, il fait un film qui s'appelle L'Apollonie, Souvenir de la Maison Close. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce film ? C'est tout simplement un film sur la fermeture d'une maison close au début du siècle, en 1900. Et sur fond de soul music. Donc il y a un espèce de décalage, c'est quasiment anachronique, tu vois, de mettre de la soul sur des putes en plus habillées vraiment comme... Enfin, il y a un côté, c'est quasiment un tableau, tu vois, le film. Tu vois les putes en train de se changer, on dirait presque un peintre qui a peint un nu avec des belles robes, etc., dans un environnement qui est très... tu vois, avec des belles teintures très baroque, mur, très baroque, exactement. Et donc c'est un film dans lequel il y a Avzia Herzi, Adèle Haenel, donc en plus des nanas qui sont plutôt jolies, tu vois, Céline Salette, et donc finalement et puis c'est un film qui te montre aussi comment la maison close était essentiellement un lieu de femmes, où les hommes, d'ailleurs même les actrices sur le tournage expliquent que quand le peu de scènes où on voit des hommes qui jouent les rôles des clients, les hommes étaient presque mal à l'aise, parce que du coup il y a une espèce de bande de filles qui s'était formée parmi les actrices. Et du coup, finalement, le film te pose presque la question de savoir si, finalement, la maison close n'est pas le dernier lieu de refuge où les femmes elles sont libres d'être vraiment le dernier safe space féminin, pour parler comme les Caroline progressistes. Voilà, exactement. Et en ça, le film est assez intéressant. 3 ans après, en 2014, il réalise un biopic sur Yves Saint Laurent. À peu près en même temps d'ailleurs que le biopic de Jalil Jesper avec Pierre Ninet. Et là, son biopic à lui, c'est avec Gaspard Ulliel dans le rôle de Yves Saint Laurent. Et le gros avantage, c'est que c'est un film qui n'a pas eu l'imprimatur de Pierre Berger.
Ah oui. Et d'ailleurs, Pierre Berger voulait même l'attaquer en justice. Donc c'est un film qui te montre la vie de Saint-Laurent, sans doute de manière beaucoup plus juste que l'espèce de fresque un petit gage peu de qualité, idéalisée. quoi. Voilà, espèce de fresque un peu idéalisée du film de Jalil Lesper, qui en plus, pour le coup, a une espèce d'esthétique assez froide, assez téléfilm, tu vois. Là où le film de Bonello a une esthétique qui est beaucoup plus baroque, justement, on y revient, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus colorée, et surtout le film insiste bien plus que l'autre sur la relation entre Yves Saint-Laurent et Jacques de Bachère, hein, qui était la muse, Jacques de Bachère de Karl Lagerfeld, et qui à un moment donné a eu une aventure avec Yves Saint-Laurent, et c'était le principal ennemi de Berger, en fait. Ils se sont toujours détestés. D'accord. Et donc, et dans ce film-là, le film de Bonello, Berger est remis un petit peu à sa place, c'est-à-dire quelqu'un qui a Dans les certes vécu, voilà, dans les chiottes, quelqu'un qui a certes vécu une histoire d'amour avec Saint-Laurent, mais qui était surtout là pour le vendre en tant que marque, quoi. Donc la plupart des scènes qu'on voit avec Berger dans le film, qui est joué par Jérémy Régnier, sont des scènes où en fait on le voit en train de faire des transactions économiques avec des Américains, où il va essayer de vendre la marque, etc. Tandis que Saint-Laurent, c'est un film sur le mal, en fait, sur la tentation du mal. Comment Saint-Laurent, en fait, à un moment donné, en tant qu'artiste génial, a la tentation de mettre tout ce qu'il y a de génial dans son œuvre, et comment dire, il y a une espèce d'équilibre qui se fait dans sa vie privée, où là, c'est la débauche absolue. D'accord. Et le film te montre très bien ça, et puis c'est un film qui est très proustien aussi, parce que Yves Saint-Laurent adorait Marcel Proust. À un moment donné, Pierre Berger lui offre la chambre de Marcel Proust reconstituée pour qu'il puisse dormir, etc. Enfin, c'est vraiment un très très bon film. Et donc les deux sont liés, parce que l'ambiance est à peu près la même. Et en 2016, moi c'est surtout ce film-là qui m'a marqué de Bonello. Il fait un film qui s'appelle Nocturama. Nocturama, c'est compliqué d'en parler parce qu'en fait, en parler, c'est quasiment le spoiler. Alors, est-ce qu'on le spoil, est-ce qu'on le spoile pas ? Un tout petit peu. On va le spoiler un tout petit peu. Juste Alors, paradoxalement, je vais plutôt parler de la deuxième partie, pour ne pas totalement spoiler. En gros, le film raconte l'histoire d'une bande de jeunes qui, pour une raison que les spectateurs découvriront, les auditeurs découvriront si jamais ils voient le film sans en avoir entendu parler avant, se retrouvent à un moment donné enfermés en quelque sorte dans un magasin, dans un grand magasin de Paris. Donc ils sont tout seuls, il n'y a plus de vigile ni rien, et c'est une bande de jeunes actuels, donc avec tout ce que l'époque peut comporter d'ignoble et de dégueulasse, qui se retrouvent dans un grand magasin, et il y a une espèce d'errance comme ça pendant toute la nuit dans ce magasin-là. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quasiment des gens qui sont livrés aux ruines, tu vois, de la société de consommation. Et il y a un plan, par exemple, que moi je trouve sublime, un plan magnifique, où en fait à un moment donné, y a un des jeunes comme ça qui marche au ralenti dans le magasin, comme dans une espèce de labyrinthe, comme ça il est perdu, c'est un peu Alice au Pays des Merveilles, tu vois. Et il se retrouve face à un mannequin, tu sais, les mannequins habillés dans les magasins, et le mannequin est habillé exactement comme lui. Et il y a cette espèce de face-à-face entre le mannequin qui est là en mode on va vendre un truc hyper stéréotypé aux jeunes, et ce jeune-là qui est presque en train de se rendre compte que finalement il a absolument rien d'original en fait. Tu le mets face à ce qu'on a envie de lui vendre, c'est exactement ce qu'il a acheté. C'est avant tout un film sur la jeunesse actuelle et comment la jeunesse gère un petit peu l'espèce d'absence de fond qu'ils ont, l'espèce de recherche de beauté qu'ils veulent avoir, mais ça marche pas vraiment parce qu'il y a une scène à un moment donné où il y a un couple qui sont chez eux dans un espèce de bel appart parisien, et la nana doit rendre un devoir sur je sais plus quel artiste, quel musicien classique. Et elle en parle avec son mec en mode je suis en train de bosser là-dessus, etc. Ouais, c'est tel musicien classique qui a fait une marche funèbre très connue, machin. Et le mec va chercher ça sur internet et il l'écoute. Et donc en fait finalement, c'est un film qui te montre aussi que quand tout devient accessible, tout perd de sa valeur, tu vois. D'accord. Finalement il l'écoute, mais très antidémocrate. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il écoute ça comme il pourrait écouter le dernier Booba. Oui, en fait, il n'y a plus aucune échelle de valeur quand on se met, quand tout est accessible de la même manière, et tout devient, tout a la même valeur, quoi. Donc Nocturama, très bon film de Bertrand Bonello. Donc rappelle les dates de chacun et puis le titre du premier. Alors, le premier c'est l'Apollonie de souvenirs de la Maison Close en 2011, ouais. Ensuite Saint-Laurent en 2014, et ensuite Nocturama en 2016. Ouais, trois très très bons films français qui datent donc les trois de cette décennie-là. Un autre réalisateur français qui est peut-être un des plus grands réalisateurs français actuels,
C'est un réalisateur qui s'appelle Bruno Dumont, que je connais plus pour la dernière partie de son œuvre, donc c'est plus la dernière partie de son œuvre que dont je vais parler. Faut que j'arrête avec que je vais parler. C'est plus la dernière partie de son œuvre. Alors Bruno Dumont, il a fait en 2016 un film qui s'appelle Maloute. Dont on avait un petit peu entendu parler parce que le film avait fait parler de lui à Cannes. Parce qu'en fait, Bruno Dumont, une de ses spécialités, c'est de ne jamais prendre d'acteurs professionnels. Donc jusqu'à présent, il avait un cinéma qui était un petit peu confidentiel, on va dire, parce que forcément, il n'y a pas de grand nom à l'affiche, donc ça n'attire pas. On n'en parle pas. Mais un de ses grands maîtres, c'est Bresson. Oui. C'est pour ça qu'il prend Bresson faisait ça, lui. Il faisait tourner des acteurs qui étaient amateurs, justement pour avoir une espèce d'authenticité dans ce qu'il fait. Et Dumont fait exactement la même chose. Et dans Maloute, c'est un des premiers films, il avait déjà un petit peu commencé avec son film précédent qui s'appelait Camille Claudel 1915, je crois, où il fait jouer le rôle de Camille Claudel à Juliette Binoche dans un institut pour personnes mentalement un peu folles. Et il va réellement tourner ça dans un hôpital psychiatrique, donc c'est Juliette Binoche qui tourne avec des vrais fous. Donc ça, c'est la proposition intéressante. Et là, il reprend Binoche et il prend en plus Lucchini, à qui donne le rôle un des rôles principaux, et Valeria Bruni Tedeschi. Et alors ce film-là, c'est un film qui se passe sur la côte d'Opale, comme tous ces films se passent sur la côte d'Opale. Même quand c'est pas censé se passer là-bas, il est tellement amoureux de ce paysage-là qu'il fait se passer tous ces films là-bas. Et en fait, c'est un film qui te montre, qui met face à face un petit peu deux consanguinités, si tu veux. C'est-à-dire la consanguinité des pecnos, face à la consanguinité des aristocrates, tu vois. Et donc c'est très intéressant parce qu'il fait jouer les aristocrates par des acteurs connus et il fait jouer les pecnos par des inconnus. Donc il y a aussi cette espèce de rapport entre la consanguinité du cinéma et puis de ses spectateurs, quoi, quasiment. Et en fait, très très vite, ça a l'air d'être un spoil, mais c'est pas du tout un spoil, hein. Tu l'apprends quasiment au début du film, tu apprends que en fait, les consanguins pecnos sont des cannibales, en fait. D'accord. Et donc le film est un espèce de film policier, mais quasiment à la Tintin, tu vois, c'est un film burlesque, avec deux flics, un gros et un maigre qui ont des chapeaux melons, donc on est entre les Dupont et Laurel et Hardy, tu vois, et qui vont en fait enquêter sur ces histoires de disparition de corps. Et finalement, leur enquête patine, ils arrivent à rien, et nous, spectateurs, dès le départ, on sait que c'est une histoire de cannibalisme, et puis il va y avoir une espèce d'histoire d'amour entre le fils donc là, il y a presque un côté un peu Roméo et Juliette, tu vois, entre le fils des pecnos qui s'appelle Maloute, donc c'est le titre du film, et la fille ou le fils, finalement on ne sait jamais, des aristocrates qui s'appelle Billy et qui est une espèce d'être un peu androgyne, qui un jour est un garçon, le lendemain est une fille, et tu te rends compte que finalement il a ce problème là parce que il y a eu il vient justement du fruit d'un viol incestueux, enfin il y a tout un truc comme ça, et finalement ça donne un espèce de joyeux bordel. Et Dumont prend tous ces éléments-là, il les met dans une marmite et il laisse, tu vois, il laisse reposer à feu doux, et puis ça prend, et ça donne quelque chose d'assez extraordinaire. Maloute vient entre deux saisons d'une série qu'il avait mise en place, où là par contre il n'y a aucun acteur connu, mais qui reprend un petit peu ces codes-là, et un peu dans la comédie aussi. Alors la première saison s'appelle Petit Quinquin. Et la deuxième saison s'appelle Coin Coin et les Inhumains. Et en fait, qu'est-ce que c'est que Petit Quinquin et Coin Coin et les Inhumains ? C'est Arte parce que bon, Bruno Dumont, c'est quand même s'il n'était pas connu du grand public, c'est quand même un réalisateur reconnu. Et donc Arte, un jour, est venu le voir. Est-ce que ça te dit de réaliser une mini-série sur ce que tu veux ? Tu fais absolument ce que tu veux, t'es libre. Donc évidemment, ça se passe sur la côte d'Opale, comme tout ce qu'il fait. Sauf qu'en fait, ce mec fait Twin Peaks chez les ch'tis. Ouais. C'est vraiment ça, tu vois. Je faut réussir, le grand écart, bonjour. Ouais. Non, mais c'est pour ça que c'est absolument génial. Petit Quinquin, en fait, c'est l'histoire donc ça se passe sur la côte d'Opale, c'est pendant les vacances d'été. Et en fait, c'est un gamin qui va vivre sa vie de gamin, tu vois, vivre sa vie de gamin du Nord. Et à un moment donné, dans ce paysage-là, dans un bunker, on va retrouver une vache morte, le cadavre d'une vache. Et en ouvrant la vache, dans l'estomac, on va retrouver des restes humains. Et donc on va mettre des flics, pareil, des flics complètement allumés sur l'affaire, en mode qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et il y a des restes humains dans une vache, d'où ça sort. Et en fait, les flics vont mener l'enquête
Et Petit Quinquin va essayer de mener l'enquête aussi de son côté avec ses amis. Donc c'est une bande de jeunes à vélo, ça peut quasiment même rappeler E.T., tu vois, par moment. Oui, oui. Sauf que c'est E.T. avec un espèce de gamin qui a un bec de lièvre, un accent ch'ti à couper au couteau, et des flics qui sont un peu dans le même genre, quoi. C'est lunaire, c'est une série qui est complètement lunaire. Et Coin et les Inhumains, qui est la 2e saison, qui reprend les mêmes acteurs, pour le gamin et pour les flics, et pour tous les autres, et ben c'est le même, la même ville, la même ambiance, les vacances d'été tout pareil, sauf que là il est plus enfant, il est adolescent. Il y a la ville, c'est Calais d'ailleurs, ça se passe à proximité de Calais, donc il y a des migrants, puisque c'est la jungle de Calais. Et en fait les migrants sont présentés quasiment comme un élément fantastique, tu vois, ils se baladent comme ça en toile de fond, quasiment comme des zombies, tu vois. Et il y a quasiment, alors Coin et les Inhumains, ça monte encore d'un cran dans l'absurde, c'est qu'il y a une invasion extraterrestre. Et les extraterrestres, en fait, prennent la forme des habitants du village. Donc chaque habitant se retrouve à avoir son clone extraterrestre. Et donc, c'est pareil, là, ça renvoie quasiment à l'invasion des profanateurs, tu vois. Et finalement, là, c'est quasiment l'anti-Tarantino, en fait, Bruno Dumont. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une grande culture cinématographique, mais qui, au lieu de se Qui l'utilise pas. Voilà, qui, au lieu de se contenter de plagier bêtement, va le faire en l'intégrant dans un univers qui lui est propre et qu'il a piqué de nulle part ailleurs. Il a son univers, son esthétique à lui. Et c'est tellement un fou et il a tellement pas de limites qu'en 2018-2019, il réalise 2 films sur Jeanne d'Arc. Et alors le premier, c'est un film sur l'enfance de Jeanne d'Arc qui s'appelle Jeannette, et c'est une comédie musicale sur fond de black metal. Donc tu peux voir Jeanne d'Arc et les anges en train de headbanger sur du black metal. Le premier film Jeannette... Amateur de métal, voilà. Amateur de métal, allez le voir, mais... Très objectivement, le premier film Jeannette est pas terrible. C'est-à-dire qu'en dehors du concept délire, qui est rigolo, ouais. mais qui est un peu un gadget, il est un peu chiant. Par contre, la suite qui est Jeanne... Il reprend la même actrice et où il transpose l'histoire de Jeanne d'Arc sur la côte d'Opale. Alors que, y compris la bataille parisienne, à un moment donné, ils disent bon, on va aller se battre à Paris, puis ils sont sur leurs chevaux et en fait ils se battent sur une plage normande, quoi. Ouais. Ça n'a aucun sens. C'est Christophe qui fait la musique d'ailleurs, très très belle musique de Christophe. Et il rajeunit Jeanne d'Arc aussi, parce que Jeanne d'Arc est censée avoir 19 ans au moment où elle se fait arrêter, où il y a son procès, où elle se fait condamner. Là, il prend une actrice de 12 ans qui a une présence absolument incroyable. Je répète les films. Maloute 2016, une mini-série en 2 saisons de 4 épisodes chacune, donc c'est assez court. Petit Quinquin et Coin et les Inhumains, 2014 pour Petit Quinquin, 2018 pour Coin. Et Jeanne en 2019, qui est un film magnifique sur Jeanne d'Arc. Alors là, si la figure de Jeanne d'Arc vous plaît, vraiment courez voir Jeanne. C'est rien à voir avec le Jeanne d'Arc de Luc Besson. On a très peu entendu parler, parce que je vais être honnête, j'en ai vu aucun. Et on en a très peu entendu parler. Moi, je trouve ça scandaleux qu'on parle pas plus de Bruno Dumont, qui est pourtant un de nos plus grands réalisateurs français. Mais est-ce qu'il y a Omar Sy dans ces films ? Il n'y a pas Omar Sy, c'est un peu le souci. Mais alors, dans le genre réalisateur un peu fou français, on a un réalisateur qui s'appelle Guillaume Niclou, dont on n'entend pas tellement parler non plus, et qui a réalisé pareil une sorte de triptyque, qui est assumé comme un triptyque là pour le coup. Alors, je vais vous expliquer le contexte, le concept. En 2014, ce mec réalise un téléfilm qui s'appelle L'enlèvement de Michel Houellebecq. Oh, toi tu joues encore? Oh non, non. Oh, tu jouais bien quand même. Ouais, mais faut... Oh, écoute, ça me ferait plaisir. Non, j'ai plus envie. Le problème du piano, c'est qu'on peut jouer mal, quoi. Avec Houellebecq dans son propre rôle, qui est un film absolument hilarant. Alors là, Houellebecq, autant je l'avais pas trouvé incroyable dans Near Death Experience, le film des mecs de Groland, là, dont je vais parler après, Kervern et Delépine, où bon... j'ai pas retenu grand chose du film. Autant dans L'enlèvement de Michel Houellebecq, il est absolument génial parce qu'il campe un personnage de Droupy comme ça. Il campe un personnage de Droupy qui est une sorte de vision un petit peu décalée de ce qu'il est vraiment. Et en fait, le film, c'est une sorte de syndrome de Stockholm à l'envers. C'est-à-dire que dans le syndrome de Stockholm, c'est tu te fais kidnapper et tu te prends d'affection pour tes ravisseurs. Ouais. Au point même de les défendre après alors qu'ils t'ont kidnappé au départ. Et là, c'est le contraire en fait. C'est Houellebecq qui se fait kidnapper et c'est ses ravisseurs qui vont se prendre d'affection pour lui. Okay.
Et il y a, moi, une des répliques de ce film que j'adore qui intervient au tout début, c'est-à-dire qu'ils le kidnappent, ils le mettent dans une caisse, yeux bandés, un bâillon sur la bouche, etc. Et ils l'emmènent, on sait pas trop où. Ils le sortent de la caisse, ils lui enlèvent le bâillon et ils vont pour faire la photo, tu sais, avec le journal pour la demande de rançon. Et Houellebecq leur dit, avec sa voix très placide de Houellebecq, il leur dit mais là on a... Ça fait à peu près, on a roulé 1 heure là, non? On doit être à 1 heure de Paris à peu près. Là les mecs lui disent non mais tu veux pas qu'on te donne l'adresse aussi? Et là Houellebecq leur répond non c'est pas ça mais je vous dis ça parce que ça fait 1 heure que j'ai pas fumé quoi, donc je fumerais bien une cigarette, tu vois. Et c'est vraiment genre, le mec se fait kidnapper et t'as l'impression qu'en fait le kidnapping c'est très secondaire pour lui. Il reste sur des trucs très primaires, tant qu'il a des cigarettes, du vin et du papier pour écrire, finalement, qu'il soit à Paris ou chez des mecs qui l'ont kidnappé, on s'en fout en fait. Donc ça c'est en 2014. 2015, l'année suivante, il réalise un film qui s'appelle Valley of Love. J'ai grossi. Si tu te sens bien comme ça. En veux-tu que je me sente bien comme ça? Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Qui a rien à voir avec l'enlèvement de Michel Houellebecq, c'est un film avec Depardieu et Isabelle Huppert, où chacun joue un peu son propre rôle, mais pareil, c'est pas vraiment leur rôle. En fait, ils reprennent, je crois que c'est Loulou de Piala, où ils sont ensemble et où ils ont... oui, c'est ça. Où Isabelle Huppert se fait avorter, désolé si je spoil. Mais en tout cas, il reprend ces personnages-là dans Valley of Love, où en fait, donc, les deux sont séparés, et ils reçoivent un message de leur fils qui est mort, donc ça renvoie aussi d'ailleurs à Depardieu qui a perdu son fils, Guillaume. Ils reçoivent tous les deux un message de leur fils qui est mort, qui leur donne rendez-vous dans la vallée de la mort. Et donc les deux vont dans la vallée de la mort, le film est filmé réellement dans la vallée de la mort, donc en fait c'est un espèce de trip mystique avec le corps de Depardieu filmé sous 60 degrés. Vous imaginez voilà, le plan quoi. Je vais m'en limiter là pour ce film parce que je pense que ça suffit pour comprendre le concept. Et alors là où c'est intéressant, c'est qu'après il fait une fusion de ces deux films-là, de l'enlèvement de Michel Houellebecq et de Valley of Love, en faisant un film l'année dernière, en 2019, qui s'appelle Thalasso. Excusez-moi, il est interdit de fumer ici. Ah. Monsieur Depardieu? Oui. Je suis désolé, je peux pas vous proposer la carte des vins, monsieur. Et qui a été pour moi un des meilleurs films de l'année, Thalasso. Alors ça reprend en fait l'enlèvement de Michel Houellebecq, c'est la suite directe de l'enlèvement de Michel Houellebecq qui du coup est libéré à la fin du film par ses ravisseurs. Enfin voilà, c'est un demi-spoil, hein, on regarde pas l'enlèvement de Michel Houellebecq, c'est pas ça l'intérêt du film. Oui, bien sûr. Mais disons qu'à la fin il se fait libérer. C'est Michel Houellebecq qu'on regarde pas l'enlèvement. Exactement. Et donc là il suit une cure de thalasso. Donc sa femme, qui est jouée réellement par sa femme, l'emmène dans une cure de thalasso. Et cette espèce de thalassothérapie, qui est une espèce de huis clos, hein, le film se passe uniquement dans ce centre, est une métaphore en fait de la France actuelle, dans laquelle tu ne peux plus rien faire, tu n'as plus le droit à rien. C'est-à-dire que Houellebecq, il va demander d'avoir un peu de vin à son repas, non, on lui refuse. Il va vouloir fumer sa clope en allant dehors dans le jardin pour fumer. Non, on n'a pas le droit de fumer dans l'établissement. Du coup, il va sortir de l'établissement pour pouvoir fumer devant l'établissement, en dehors de l'établissement. Non, on n'a pas le droit de fumer là non plus, parce que vous êtes en train de suivre une cure, donc c'est pas possible. Et puis il suit des espèces de séances de cryogéniothérapie là, qui lui font un mal de chien. Mais les mecs sont là à chaque fois, ça va, tout va bien, ça vous fait pas trop mal. Et c'est en fait, c'est vraiment la France actuelle où on t'interdit tout, on te soumet à des traitements qui sont abominables, mais on te dit que non seulement c'est pour ton bien, et en plus on te les fait subir en disant non mais ça va, tout va bien, tu vois, genre évidemment, tu vois, comme tu sais. Il est normal que tu ailles bien. Et en fait, dans cette cure de thalassothérapie où il en peut plus et où à un moment donné il sort fumer en douce, et il tombe sur un autre qui est sorti fumer en douce, qui est Depardieu. Joué par Depardieu, qui lui dit écoute, moi je suis là aussi pour faire une cure, mais j'ai pas du tout pris ta formule hyper chiante, etc. Donc si tu veux, viens, moi j'ai une chambre, j'ai une suite, j'ai des munitions dans ma suite, donc viens, on se partagera un petit verre de rouge, on s'éclatera. Et il y a un côté quasiment calmos sans les femmes, tu vois, si tu veux. C'est de dire, tu fais une sécession du monde actuel qui est insupportable pour finalement aller picoler et te détruire le foie avec un pote, parce que, a fortiori avec Depardieu, parce que finalement, peut-être que dans un monde hyper hygiéniste comme ça, le dernier acte un peu punk, c'est de se tuer par tout ce qui t'interdise, quoi. Et c'est le retour à la grande beauf. Exactement, et au moins t'auras vécu. Ouais.
Et le film est très très bon et il mêle justement la partie... il mélange à la fois la partie humoristique de L'Enlèvement de Michel Houellebecq et la partie un peu plus mystique de Valley of Love. Donc vraiment c'est... Donc L'Enlèvement de Michel Houellebecq 2014. Valley of Love 2015 et Thalasso 2019, tous les trois réalisés par Guillaume Niclou. Autre très très grand réalisateur français. Un petit dernier, parce qu'on va devoir... Un dernier ? Un petit dernier, parce qu'on va devoir écourter. Ok, alors... Un dernier, je vais sortir le meilleur, je l'avais gardé pour la fin. Un film italien qui est sans doute réalisé par le plus grand réalisateur italien à l'heure actuelle et peut-être par le plus grand réalisateur toute catégorie confondue à l'heure actuelle, qui s'appelle Paolo Sorrentino. Et qui en 2013 a réalisé un chef-d'œuvre absolu qui s'appelle La Grande Bellezza. Qui veut dire la grande beauté en italien. Et en fait, c'est... Moi, en plus, j'ai vu ce film en revenant de Rome, donc je pense que je l'ai vu dans les conditions idéales. J'ai pris une claque absolue, je crois que ce film est passé immédiatement, été propulsé dès que je l'ai vu dans mon top 1, toute catégorie confondue de films. C'est un film sur un espèce de dandy qui a écrit vaguement un livre dans sa jeunesse et qui maintenant fait des piges pour un journal, et qui est en fait un mondain, qui organise des soirées mondaines dans son grand appartement sur sa grande terrasse avec vue sur le Colisée, qui est un espèce d'appartement même fictif, parce que je crois pas qu'il existe des appartements avec vue sur le Colisée. Je sais pas s'il existe des appartements avec vue sur le Colisée, mais je suis par contre persuadé que il serait difficile pour un mondain qui a écrit un livre dans sa jeunesse de pouvoir se payer ça. Quoi. Exactement. C'est vrai que on ne sait jamais de où il se paye les trucs. Et en fait, le film est un film qui reprend un petit peu... c'est un hommage à la Dolce Vita, que j'ai découvert après La Grande Bellezza d'ailleurs, et j'avais un peu peur de revoir La Grande Bellezza à la baisse après avoir vu la Dolce Vita, en me disant finalement tout ce que j'avais bien aimé dans La Grande Bellezza c'est déjà dans la Dolce Vita, alors qu'en fait non, c'est quasiment une sorte de suite à la Dolce Vita, parce que la Dolce Vita, le personnage de Mastroianni est encore jeune dans oui, il a eu à force de l'âge, quoi, il a la quarantaine. C'est ça, alors que là on est vraiment sur un personnage vieillissant, mais qui porte en lui toute la vie qu'il a vécue, quoi. Et je crois que Rome a jamais été aussi bien filmé. C'est une déclaration d'amour à Rome. C'est une déclaration d'amour à Rome, c'est filmé avec les techniques modernes, donc Rome est déjà très bien filmé dans la Dolce Vita, mais ça peut avoir un petit peu vieilli. C'était plus compliqué de poser sa caméra à l'époque, puis c'est plus la façon de filmer peut-être un peu plus classique. Puis l'importance des couleurs, moi, ça m'a marqué dans ce film. L'importance des couleurs, exactement. Et puis Sorrentino a aussi une façon, dans la façon dont il pose sa caméra, de filmer assez aérienne, un petit peu comme Malik dont on parlait au début, quoi. Donc tu vois énormément de plans de Rome, et ce qui est génial dans ce film, c'est que il te fait une espèce de différence entre le Rome de jour, où tout n'est que beauté finalement, et où sous le soleil tu planes dans Rome de jour, et Rome la nuit, où là ça devient une espèce, c'est un petit peu l'inverse qui se passe, c'est finalement toute il n'y a pas la médiocrité, mais tout ce qui est dégénéré dans Rome ressort la nuit, puis dans une espèce comme ça de folle fête, il y a des nains, mais il te filme ça quand même de manière belle. Et donc finalement c'est une errance comme ça dans la beauté de Rome. Et d'ailleurs c'est très drôle parce que j'avais montré il y a quelques années ce film à des amis à moi qui sont pas du tout exigeants dans les films qu'ils regardent, donc ils tapent que du Marvel, donc ils voient pas ce genre de film habituellement. Et quand on a fini de regarder le film, ils m'ont dit c'est incroyable parce que c'est la première fois qu'on voit un film dans lequel il ne se passe rien mais où on s'ennuie pas. Et c'est vraiment ça en fait, le film est une pure proposition esthétique, l'acteur s'appelle Tony Servillo et c'est peut-être un des grands acteurs italiens actuels, sous la caméra de Sorrentino, l'année dernière il a joué le rôle de Berlusconi dans un film qui s'appelle Silvio et les autres, qui était très sympa aussi, avec aussi 2-3 références à la Dolce Vita, mais vraiment La Grande Bellezza, je pense que c'est le chef-d'œuvre de Sorrentino, il faut absolument voir ça. Et je conclurai sur une autre recommandation qui pour le coup est d'actualité, je pense qu'il sera toujours d'actualité quand l'émission sortira, qui est la série, donc la série en 2 saisons de Sorrentino qui s'appelle The Young Pope. Qui est une série qu'il a faite en 2016 avec Jude Law, qui
est peut-être dans le rôle le plus lumineux de sa carrière. Et là, en ce moment, il y a la suite de cette série qui sort qui s'appelle The New Pope, où Jude Law et le reste du casting est rejoint par John Malkovich. Et alors, je vais dire juste un mot quand même de The Young Pope. L'histoire de The Young Pope, c'est le début, ça commence par donc le Vatican doit élire un nouveau pape. Et évidemment, au Vatican, on se doute bien que ça magouille en interne et que quand un pape est élu, c'est pas uniquement l'action du Saint-Esprit, il y a aussi des manœuvres politiques qui sont mises en place. Et là, en fait, les types qui tirent les ficelles dans l'ombre vont faire en sorte d'élire un jeune parce qu'ils se disent s'il est jeune, il va être plus facilement manipulable, quoi. Et donc ils prennent un jeune un petit peu qui a une personnalité un peu lisse, tu vois, qui a toujours fait montre d'une personnalité un peu lisse, qui est donc Jude Law. Sauf qu'en fait, le type, tout esprit profond avance masqué, disait Nietzsche, c'est-à-dire que sa personnalité lisse était uniquement la vertu d'obéissance, en fait. Et il cachait derrière... Comme Poutine. Comme Poutine, exactement. C'est-à-dire il cachait derrière un pape qui est ultra rigoriste et qui, en gros, il devient pape et il dit... moi, finalement, je vais refaire en sorte que le Vatican... Je vais mener une politique de la séduction, quoi. C'est-à-dire que les gens doivent revenir à nous, non pas parce qu'on est gentil, mais parce qu'ils ont envie de revenir à nous. Donc déjà, par exemple, il est très beau, mais il refuse de montrer son visage. C'est un de ses premiers trucs de communication, c'est-à-dire qu'il dit, finalement, Kubrick, il se montrait quasiment jamais, il y a une espèce de mythe qui s'est créé autour de lui. Daft Punk, on connaît pas leur visage, et c'est les plus grands musiciens, les musiciens les plus connus. Donc finalement, il faut pas trop se dévoiler pour que les gens viennent à toi plutôt que t'ailles à eux. Et donc il ferme totalement les portes du Vatican en disant à partir de maintenant les gens vont devoir venir à nous, vont devoir faire cet effort-là. Et donc c'est un personnage qui est aussi constamment entre le saint et le démoniaque. C'est un personnage qui est d'une profondeur absolument extraordinaire. Et donc regardez The Young Pope, regardez The New Pope, regardez La Grande Bellezza, regardez tout ce que a fait Sorrentino dernièrement, c'est absolument incroyable et c'est sans doute le grand génie actuel, c'est Sorrentino. Voilà, chers auditeurs, il faut rester positif. Rester optimiste. Je ne connais pas tout ce cinéma, donc tu m'as donné envie, j'espère que c'est pareil pour les auditeurs. Une seule référence pour moi, un film qui m'a vraiment bouleversé quand je suis sorti de la salle. C'est un film qui est sorti en 2015, en plus ça tombe très bien, comme ça je coupe la poire en deux. C'est le film d'Alejandro Inarritu avec DiCaprio, c'est The Revenant. C'est The Revenant parce que... pour lequel il a enfin eu l'Oscar après des années. Enfin eu l'Oscar, mais c'est même pas... Oui, bien il y a la... C'est vrai que c'était un très beau film. Il y a la prestation de DiCaprio, mais c'est surtout les thèmes qui pourront aussi peut-être évoquer pas mal de choses chez nos auditeurs. C'est la survie, la volonté de s'en sortir, la vengeance, parce qu'il venge son fils qui se fait tuer devant lui, si mes souvenirs sont bons, et le fait que malgré... les épreuves terribles que ce trappeur, chasseur de fourrure des années 1840, perdu, complètement paumé dans les Appalaches, va se prendre dans la tronche, et malgré ça il tient debout, et même à moitié mort il reste encore en vie. C'est ça en tout cas qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup plu, avec une photographie absolument géniale, des mouvements de caméra, un amour pour les grands espaces, si vous aimez ça en plus, avec des paysages enneigés absolument magnifiques. Une performance de DiCaprio, là pour le coup, incroyable. Tout est beau dans ce film. C'est à ça, je pense d'ailleurs, qu'on reconnaît les chefs-d'œuvre, c'est que les mecs arrivent à mobiliser tout ce que le cinéma permet, que ce soit la musique, l'image, le jeu, le scénario bien sûr, enfin tout est là. Donc moi ça sera une référence pour les années 2010, ça sera The Revenant de Inarritu, sorti en 2015, que j'ai absolument adoré. Merci mon cher Louis. C'est moi qui te remercie, FX, ainsi que nos auditeurs d'avoir suivi cette émission, et j'espère en tout cas que je leur ai donné envie de voir certains des films dont j'ai parlé, sinon tous, parce qu'ils valent vraiment tous le coup d'être vus. Et avec tout ça, vous avez de quoi occuper vos soirées. Exactement. Également, je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusque-là. Partagez cette émission avec vos amis cinéphiles ou vos amis qui sont simplement des curieux du cinéma.
Comme vous avez pu le constater, ça partait mal, ça taillait pas mal et finalement on finit sur du positif. Donc, Exactement. c'est ça qui compte. Le cinéma français n'est pas mort, c'est ça qu'il faut retenir. Il y a encore du cinéma français qui est intéressant, y compris en 2019. Tout n'est pas mort et comme le disait le menhir, la vie commence toujours demain. C'était François Xavier et on se retrouve pour la prochaine de Moteur, donc notre émission ciné avec notre docteur Louis. Et je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Au les cœurs.